Moi, ce qui me motivait en fait beaucoup, c'est que je trouve que par rapport au numérique, on a comme un problème. C'est que c'est devenu une espèce de mot fourre-tout. Donc, moi, je me suis posé une question toute simple ces dernières années. Je me suis amusé à demander aux gens plusieurs fois, des amis, des collègues, non, mais c'est quoi le numérique? Premier constat, il n'y a personne qui donne la même définition. Donc, déjà, c'est drôle parce qu'on a une espèce de nuage assez éclaté. Donc, le but aujourd'hui, c'est vraiment, moi, j'ai sous-intitulé ça comme l'idée d'explorer les fondements puis aller au-delà des mythes, puis vraiment peut-être d'aller chercher une espèce même de vision qui est comme alternative du numérique, qui n'est peut-être pas dans les stéréotypes. Donc, c'est le but de la journée. Donc, en gros, le parcours aujourd'hui, on va juste se poser la question la plus simple du monde. C'est quoi le numérique? Qu'est-ce que ça veut même dire comme mot? Après, on va essayer de mettre les choses en perspective versus tout ce qui est analogique au niveau historique, entre autres. Puis on va essayer de poser vraiment des questions. C'est quoi vraiment les différences? D'où ça vient? Puis après, on va peut-être même avoir une perspective numérique. Le numérique débute où? Moi, je dis en 1703. Puis ça laisse un héritage quand même. Même le numérique qu'on connaît maintenant, ça date dans le fond de 315 ans. Les premières idées qui ont été les premiers, on va dire les premières étapes pour arriver au numérique. Donc ça marque les cultures du numérique de nos jours, même si c'est si lointain. J'arrive même à une pré-conclusion que j'ai intitulée « Un numérique ou plusieurs numériques ». Donc ça, c'est l'idée de diversité numérique. On va voir en fait qu'il y a plein de discours différents. Donc on va essayer de faire le tour de ça. Entre parenthèses, c'est comme ce qui va se passer plus demain, si je ne me trompe pas, oui. Parce qu'on va vraiment comme migrer vers le numérique, à partir du numérique, vers l'idée de forme, de géographie, tout ça. Parce qu'à l'origine, notre idée, par rapport aux conférences puis formations, c'était beaucoup le numérique, mais en lien avec l'espace. Parce que parmi les clichés qu'on entend sur le numérique, c'est ça contracte l'espace, ça contracte le temps. Mais si on fait un moindrement de vérification au niveau des études culturelles, bien, on voit que non, finalement. Le numérique a un lien très fort avec l'espace, qui est assez complexe, qui va toucher aux géopolitiques, au spatial labor. En français, ce serait les travailleurs de l'espace. Donc, aujourd'hui, c'est un peu comme, c'est comme si on allait faire un espèce de fondu vers ce qui va concerner demain plus le géopolitique, l'espace et tout ça, dans le fond. Donc, la parenthèse, c'est comme plus ce qui va se passer demain. Donc, ça, c'est mon plan de match. Donc, le problème, c'est qu'est-ce que c'est le numérique? Donc, moi, ça, comme je vous ai dit, c'était mon point de départ de façon très simple. Je vais m'amuser juste à... Quelqu'un qui oserait me dire qu'est-ce que c'est le numérique en, si possible, moins de 10 mots. Ou sa définition du numérique. Puis on va voir assez vite que c'est un problème pas si simple, oui. Wow, c'est exactement ça, rien de plus. Puis souvent, on a fini par associer numérique, par exemple, à la mobilité ou même réseau. Donc, en fait, c'est exactement ça la base du numérique. Mais étrangement, avec les années, c'est comme devenu un mot valise qui en contient beaucoup. Donc, on va vraiment retourner à cette histoire-là du 0, du 1, puis de voir toutes sortes de conséquences culturelles qu'on peut trouver là-dedans. Mais c'était la meilleure définition, la plus simple. Oui? Oui? Parfait, parfait. Donc, j'ai été chanceux aujourd'hui parce que la question que j'ai posée, c'est qu'est-ce que le numérique? Puis la première réponse qu'on a eue ici à Sherbrooke, c'était simplement un système binaire 0-1. Puis en fait, mon premier but, c'est vraiment de retourner à la base du mot, en fait. Puis là, c'était vraiment exactement la réponse que j'aurais voulu, ou d'autres, qui auraient pu illustrer. Mais je vais vous donner d'autres exemples qui montrent qu'on part dans plusieurs directions. Donc, si on retourne vraiment à la base, là, numérique, ça veut juste dire nombre. C'est l'adjectif qui relève des nombres, en fait. Donc, tout ce qui se fait avec des nombres, qui va être représenté par un nombre, ou qui est évalué ou se traduit ou en nombre ou en quantité. C'est bizarre, mais il n'y a rien de plus que ça. Donc, pourquoi on s'énerve autant que ça avec le numérique? Dans le fond, toujours dans le problème, c'est que si on regarde qu'est-ce que le numérique transporte maintenant au niveau des sens, si j'avais fait un sondage avec plus de monde peut-être, il y en a peut-être qui auraient dit, ben ça parle de connectivité, de big data, de cloud, d'Internet, de téléphonie mobile, de tablettes, même de réalité virtuelle, de Bitcoin. Donc, le défi maintenant, c'est que le mot numérique est comme, disons, encerclé de plusieurs autres concepts, en fait, qui fait que c'est difficile, au fond, peut-être de clarifier exactement de quoi on parle. Ça, c'était moi qui l'ai fait, celui-là, en fait, ce nuage-là. C'est moi qui s'est permis d'associer des mots. Mais après, j'ai fait des petites recherches vite fait pour digital, le mot, puis cloud sur Google Images. Puis ça, c'est le genre de résultat qu'on a. Donc, vous voyez, c'est encore une fois, c'est comme une espèce de jungle. Digital art qui va être associé au design, drawing, technology. Digital citizen, qui rajoute même sécurité, communication, société, Internet.
À droite, je ne sais pas si il n'y a pas de mot central, là, mais on voit que c'est vraiment, ça inclut même les réseaux sociaux et tout ça. Puis le digital world, on parle de moderne, communication. Donc, c'est devenu une espèce de mot qui est fusionné avec d'autres mots. L'autre histoire aussi du numérique, en fait, un point de départ qui m'intéresse. Ici, j'ai deux images qui sont, d'une certaine façon, chacune d'elles, à leur manière, censées représenter le numérique. Donc, à gauche, on a une représentation, disons, qui est visuelle, esthétisée. Donc, j'ai des 0, des 1. Déjà, on reprend le constaté. Mais c'est comme un tube. Hein? Déjà, ça suggère que ça ne va peut-être pas bien ou que je vais être absorbé par le tube ou tout ça. Puis, c'est très dramatique. Alors qu'à droite, c'est un convertisseur numérique analogique. Donc, personne ou très peu de gens vont être sensibles ou connaître les représentations, disons, plus matérielles ou techno comme à droite. On s'entend que ça, c'est comment c'est fait à l'intérieur. Mais étrangement, c'est que l'image populaire ou la culture qu'on crée autour du numérique ou l'histoire qu'on se raconte autour du numérique ressemble plus un peu à ça qu'à ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mais on se crée aussi une méthodologie numérique. Donc, le but du jour, c'est pas d'apprendre comment ça marche à droite, surtout pas. C'était plus pour mettre en perspective, en fait, qu'à mon avis, des fois, il y a un petit décalage peut-être entre ce qu'on raconte sur le numérique versus ce que c'est physiquement, puis aussi qu'il y a aussi des discours alternatifs du numérique. Donc, on va essayer de faire sortir tout ça, en fait, aujourd'hui. Est-ce que ça vous paraît comme un bon plan? Super. Si je dis des bêtises, vous avez juste à me corriger, OK? Je suis quand même là pour tout le monde et vous tous et interagir. Donc, si je reprends ma question de qu'est-ce que c'est le numérique, on a eu la réponse comme ça. Donc, l'autre question était pourquoi on s'énerve tant que ça avec le numérique. Donc, moi, une des questions que je pose, c'est est-ce que dans le fond, c'est le bon terme? Est-ce qu'on n'a pas besoin de plusieurs termes? Est-ce qu'il ne faut pas comme gratter un petit peu plus? Donc, ça, c'est mon hypothèse d'aujourd'hui. Puis la conclusion, je vais essayer peut-être d'arriver à un nouveau terme, qui n'est pas nécessairement la solution, mais qui est peut-être une autre perspective pour ouvrir des portes. Donc, si on sait que le numérique, ça fait juste référence à des chiffres et des nombres, on va juste prendre 2 minutes pour mettre en relation des aspects vraiment simples, donc des systèmes de base 10, quand on compte jusqu'à 10, ou des systèmes binaires. Puis après, on va voir pourquoi c'est ça qui amène l'idée d'ordinateur ou même de calcul automatique. Donc, ça ne vient pas de nulle part. Il faut que je surveille l'heure aussi. Parfait. Donc, base 10, tout le monde est habitué de compter en base 10, je pense. Donc, on compte jusqu'à 9, de 0 à 9. Puis là, on a épuisé nos chiffres. Donc, on rajoute une dizaine, puis on continue. Bien, ça aussi, c'est numérique, dans le fond. Donc, dans le fond, la réponse que c'est binaire, c'est aussi déjà plus précis que numérique. Parce que dans le fond, quand on faisait de la comptabilité pour compter les vaches ou je ne sais pas quoi, on était déjà dans un genre de numérique. Donc, ça montre déjà que le mot n'est peut-être pas idéal. Donc, ça, c'est un système de positionnement de chiffres. C'est-à-dire, quand on arrive à la base 10, on ajoute un chiffre devant puis on continue. Quand je suis en binaire, bien, ici à droite, là, je compte jusqu'à 16 en binaire. Donc, si je compte jusqu'à 16 en binaire, ça va être 0, 1. Parce que ça sous-entend, en fait, en binaire, ça sous-entend que j'ai deux chiffres, le 0 et le 1. Donc, j'ai épuisé mes chiffres. Donc, je rajoute une dizaine, qui n'est pas une dizaine, mais un paquet de 2. Donc, c'est 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, blablabla. J'arrive à 1111 pour arriver en réalité à 15. Donc, c'est juste ça, en fait, le binaire versus le base 10. Mais c'est quand même ça qui fait qu'on a des ordinateurs. Mais les deux sont des systèmes numériques, en fait. Donc, juste pour un peu clarifier tout ça, en fait, le décimal, de la façon que ça marche, on a le système décimal, qui est une numérotation qui utilise justement la base 10 parce qu'on a 10 chiffres. Puis ce qu'on appelle le truc de la dizaine, c'est en fait la notation positionnelle. C'est-à-dire que les colonnes vont indiquer des paquets de 10. Quand on arrive à une dizaine, on met un 1, ça veut dire un paquet de 10. Donc chaque position d'un chiffre ou d'un symbole va être reliée à la position voisine par un multiplicateur, qui est la base du système de numérotation. Donc quand je suis en 0, 1, c'est en fait simplement une base 2. Donc, dans ce cas-là, on a deux chiffres, 0 et 1. Donc, ça devient des paquets de 2 qui représentent l'autre. Mais là, je ne veux pas vous embrouiller avec des trucs, c'est pas du technique, hein, là, c'est plus du conceptuel mathématique. Puis, on va voir où est-ce que ça peut nous amener au niveau culturel, même artistique. Donc, si on travaille en système binaire, on a des 0, des 1. Ou ça peut être aussi des on et des off. Oui. National, quand tu as des questions, n'hésite pas, ils peuvent répondre. Parfait. Ça va venir sûrement. Merci. Donc, ça peut être 0, 1, mais ça peut être aussi on ou off. Ou même, ça peut être 0 ou 5 volts. L'important, c'est qu'on a deux états. Oui, non.
on-off. Donc, c'est un peu ça la base binaire. Puis là, cette fois-ci, les colonnes vont indiquer des paquets de 2 de la colonne qui précède. Puis encore une fois, c'est les mêmes définitions. Donc, ça, c'est le système binaire. Donc, si on fait l'exercice, je vais vraiment retourner aux bases, en fait. Si on fait l'exercice de compter, ben, on débute à 0, comme toujours, comme si on était en base 10. Donc, on compte à 1. Donc, on arrive à 1. Si je veux compter 2, oups, on n'a plus de nombre parce qu'on a seulement 0, 1. Donc, on ajoute 1 à la colonne suivante ici. Puis, on continue comme ça. Donc, c'est assez simple, en fait. Mais ça a un impact énorme sur la façon de calculer. C'est ça qui a créé aussi, justement, le début de l'informatique. C'est correct? Ça paraît clair? OK. J'aime ça des fois retourner aux bases juste pour comme partir sur une base fraîche, en fait. Si vous avez des commentaires, s'il vous plaît, interrompez-moi en criant ou en faisant un simagrée, je devrais le remarquer. Oui, on a le micro ici, il ne faut surtout pas hésiter. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai proposées qui sont quand même des formes d'hypothèses. Donc, le but aussi, c'est qu'on peut en débattre. Donc, la raison pourquoi le binaire, ça représente un intérêt pour le calcul informatique, c'est que les opérations de base vont être les mêmes qu'en base 10, mais ils vont être simplifiés, en fait. C'est ça la clé qu'on va voir, en fait. Puis, ce qui est important, c'est qu'il existe une correspondance très simple entre la base 2 et la réalisation d'un circuit électronique pour matérialiser le numérique. Comme j'ai dit, par exemple, le 0 pourrait être représenté par un bas voltage ou un faible niveau électrique, mettons 0 volts. Puis le 1 peut être représenté par un plus haut voltage, comme par exemple 5 volts. Puis on va voir que ça, plus tard, c'est pas anecdotique. Il y a toutes sortes de sens social puis culturel qu'on peut associer à ça, en fait. Donc, je vais commencer par un exemple de travail artistique. Ici, c'est Tristan Parrish, qui est un artiste qui a fait cette œuvre-là qui s'appelle One Bit Symphony. Donc, c'est un exemple d'œuvre, donc on peut dire qui est retourné à la plus basique définition du numérique comme un système de nombres ou numérique binaire. Donc, dans le cas de Tristan Parrish, c'est assez drôle. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image, mais c'est en fait c'est un boîtier de disques dans lequel il y a inséré de l'électronique, puis il y a une composition qu'on peut entendre. Donc, ça devient comme un album, mais il n'y a pas de disque, où il n'y a pas de vinyle à l'intérieur. C'est plus comme un système qui génère la musique, puis on peut brancher à droite un écouteur. Donc, on va essayer. Vous confirmez si tout le monde a du son aussi, si jamais. Ah, ça, c'est le problème des slides. Désolé pour ça. Donc, on va aller voir si ça marche bien. Donc, l'artiste discute aussi du travail. One Bit Symphony, I wanted to revisit the idea that an album of music could be more than just a recording, more than just an audio CD, and that when you listen to an album, that you could actually be experiencing firsthand the production of the music itself. Return to a form factor that I first investigated 6 years ago with One Bit Music. That is a CD case with a headphone jack in the side. You jack in your headphones, turn it on, and the microchip generates the music that you're listening to. So with One Bit Symphony, I wanted to respond to the symphonic form and think about how simple audio waveforms, square waves, one-bit tones, didn't necessarily mean that the music itself must be simplistic, that it could be possible to create a long-form, rich composition with one-bit audio, a one-bit symphony, really.
Donc, ce qui est intéressant, en fait, ben là, vous avez vu, l'artiste a évoqué plusieurs choses, mais ça sonnait, je ne sais pas comment vous avez trouvé le son. Oui, pourquoi? Oui. Oh, attendez, je pense que... Oui, désolé. Il faut l'arrêter, hein, derrière. Oui. Exact. Exactement. Donc, la raison pourquoi je voulais commencer avec ça, c'est que c'était pour moi un exemple d'œuvre qui va vraiment à la base. C'est-à-dire que ce qui était envoyé il y a un petit haut-parleur aussi en plus, mais ce qui était envoyé dans la sortie où est-ce que la personne a pu brancher le fil, c'était vraiment une série de on-off ou de 0-1. Donc, il n'y a aucune variation disons, de la forme d'onde. Donc, c'est pour ça que c'était assez brut. Oui. Oui, merci. C'est bon, ça de me le rappeler, en fait. Si jamais c'est en a que ça vous tente d'aller au micro. Donc, j'avais posé la question pourquoi. En fait, ça sonnait un peu étrange. Donc, la réponse, c'était que parce qu'on avait des ondes carrées en sortie, en fait, qui étaient carrément juste des 0-1. Donc, le haut-parleur, par exemple, celui qui était avec nous aujourd'hui, bon, là, évidemment, ça a été enregistré, ça passe par Internet, donc c'est changé un peu. Mais si on envoie juste des 0 ou des 1 directement au haut-parleur, ça veut dire qu'il va aller devant ou derrière. Mais il n'y a aucune... disons, modulation plus subtile que ça, en fait. Donc, c'est ça qui donnait le côté un peu rugueux, on va dire, au résultat. Mais pour moi, c'était un exemple d'œuvre que j'aimais pour démarrer parce que c'était simplement vraiment un retour à la base aussi de la définition même du numérique puis du binaire. Puis c'est intéressant aussi parce que c'est généré juste avec un petit chips ici qui fait donc autant la composition que la génération, en fait, du son. Donc, très, très, très simple et très, très minimal. C'est un très bon artiste aussi, puis il a fait pas mal de choses en plus qui sont assez intéressantes. Donc, on continue. Donc là, ça mène tranquillement, pas vite, à une grande question dont on ne parle pas souvent, mais c'est que s'il y a du numérique, ça veut obligatoirement dire qu'il y a de l'analogique. Parce qu'en fait, c'est exceptionnellement rare qu'on regarde des données analogiques pures. Il faut toujours le ramener dans le monde de l'analogique. Un haut-parleur va s'occuper, entre autres, pas exactement de faire ça, mais dans toute la chaîne du haut-parleur, ça va nous permettre de transformer des données numériques en ondes acoustiques, qui est un analogique. Quand je parle au micro, c'est transmis à Montréal, mais j'ai besoin d'un convertisseur qui va s'occuper de transformer l'analogique en numérique. Mon téléphone, quand je regarde l'écran, c'est plus du numérique. C'est toujours un rendu qui a été analogique d'une information numérique. Dans le fond, l'information numérique, comme telle, on la voit pratiquement jamais. Donc, c'est un prétexte là, pour introduire cette idée-là de conversion analogique numérique. Puis encore une fois, le but, c'est pas d'apprendre la techno derrière, c'est plus d'essayer de voir le sens puis les limites des choses. S'il y a des choses qui sont pas claires, vous me faites signe. Je pourrais aller plus en détail. Surveiller le temps quand même, ça passe toujours plus vite qu'on pense. Donc, le tout numérique. Donc, pour que tout soit numérique, il y a justement une espèce d'acteur en coulisses qui est vraiment important, qui est celui de la transduction. Donc, avant numérisation, je vais toujours avoir une phase de transduction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va permettre de passer d'une quantité physique, par exemple de la lumière, du son ou quoi que ce soit, à une autre qui va souvent être en fait un voltage électrique avant que ça devienne du numérique. Donc, en gros, la clé ici, c'est le transducteur qui va être un dispositif qui convertit une quantité physique, un signal physique, en un autre. Donc, justement, par exemple, dans le cas de la lumière, pour un signal lumineux, donc votre image dans mes yeux, entre autres, ça crée un signal nerveux, dans le cas de la vision animale. Mais si on veut faire une caméra, bien, cette information lumineuse-là doit être d'abord transformée en voltage pour après être numérisée. Donc là, on va vaguement parler de ça. Puis là, je veux même parler de qu'est-ce que ça veut dire numériser. Parce qu'on est souvent pris avec l'adjectif numérique, mais on oublie qu'il y a aussi le verbe qui est numériser ou même numérisation. Puis on va voir qu'il y a deux étapes dans ce qu'on appelle la numérisation. Il y a deux conversions fondamentales puis qui ont des racines culturelles assez fascinantes à mon avis. La première étape, c'est ce qu'on appelle la discrétisation, qui est un genre d'anglicisme qu'il faudrait que je vérifie si ça existe en français, mais on va faire comme si ça existait aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu ce mot-là? OK. Bien, c'est rendre discret. Mais en anglais, puis en mathématiques, rendre discret, ça tend à prendre des sous-échantillons dans le temps. Bien, on va prendre le temps de le définir. Donc, c'est qu'on va passer d'une quantité physique, donc si j'ai une caméra, j'ai de la lumière, qui est continue. C'est-à-dire qu'en fait, dans le temps, là, les quantités analogiques sont toujours là, en fait, toujours présentes. Donc, c'est continu en temps et en amplitude, donc en quantité et en temps. Par exemple, si j'ai un voltage qui donne la température de l'extérieur. Puis là, il faut penser d'abord à ce qu'on appelle une quantité discrète.
parce qu'en fait, il faut le séparer dans le temps. Donc, pour des temps et des amplitudes finies. Donc, on va discrétiser dans le temps. On va prendre des photos, comme si, par exemple, un film. Ça va être des captures à un certain taux de frames par seconde. Mais on va aussi discrétiser les amplitudes. Donc, on va essayer ces notions-là de discrétisation puis de numérisation, d'où ça vient, en fait. Donc, la première étape, si, mettons, je fais un film, puis je ne sais pas pourquoi, mais je fais un film dans un endroit qui est complètement... où est-ce que j'ai pas d'image, j'ai juste une quantité de lumière, puis je filme le ciel, tiens, par exemple. On filme le ciel comme ça, donc on a juste comme un bleu, on va dire. Peut-être que ça va être l'évolution du bleu dans le temps. Bien, le premier travail du numérique, ça va être de carrément prendre des photos à des intervalles discrets, justement, dans le temps. Donc, cette quantité-là qui est continue, qui est physique, qui serait, par exemple, l'intensité du bleu que je filme, je vais prendre des photos à des moments précis. Donc, ça, c'est la première discrétisation dans le temps. Et ça, c'est fascinant. Je vais essayer de l'illustrer ici. On va voir si ça marche bien. Oups, j'ai déjà écouté le film. Oh, pardon. En fait, ici, c'est une sécheuse, si je ne me trompe pas. Puis, on va aller au début. Puis, en fait, c'est pour montrer que cette idée-là du numérique, de la construction technologique du numérique, a nécessité plusieurs étapes technologiques qui précèdent bien, disons, ce qu'on appelle maintenant le numérique. Donc, vous allez voir, vous allez comprendre, j'espère, l'exemple de la laveuse, de la sécheuse, pardon. Stroboscope. Donc, stroboscope, ça envoie un flash de lumière à une certaine régularité. Donc, ça illumine notre monde à une certaine fréquence, puis de façon discrète, dans le sens que ce sont des impulsions de lumière. On va aller voir un peu plus. Ah, voilà. Donc là, on va prendre un mouvement, qui est celui de la sécheuse, qui est en fait un mouvement continu, qu'on va aller justement photographier. Pas photographier, mais qu'on va aller illuminer à une certaine fréquence. On va aller voir un peu plus loin, puisque là, je pense que c'est un peu dramatisé de nous montrer qu'on met le linge dans le truc. Donc le stroboscope n'est pas en fonction. Donc on a un mouvement en continu. Bon, là, c'est certain que ça passe par Internet, donc ça a déjà été discret. Mais en gros, le stroboscope va illustrer cette idée-là d'aller capter à des intervalles discrets dans le temps les images. Le stroboscope le fait à une vitesse très lente, mais j'ai fait exprès pour qu'on voit cet exemple-là, étant donné que, justement, on peut bien le voir. Donc, toujours en mouvement continu. Le stroboscope s'en vient. Ça tourne assez vite quand même. Moi, ma sécheuse ne va pas aussi vite que ça, je pense. On va aller chercher peut-être un peu plus loin. Wow, ça va encore plus vite. Et voilà. Donc là, il y a cette idée-là de photo, en fait, si on peut dire. Où est-ce qu'on voit des images instantanées, en fait, de l'intérieur de la sécheuse. En fait, ce phénomène-là de captation d'instants discrets opère en continu dans le monde du numérique, mais des dizaines de milliers de fois par seconde dans le cas du son. Des fois, ça va être des centaines de fois par seconde dans le cas de l'image. Donc, le temps que ça me prend pour dire coucou ou vous dire bonjour, j'ai peut-être eu 50 000 ou 200 000 fois ce processus-là d'aller chercher des photographies très rapides. C'est la première étape, en fait, qui est vraiment fondamentale du numérique. C'est comme discrétiser l'espace. C'est comme le couper en fines tranches. Puis là, c'est intéressant parce que ça va au-delà du numérique pur. On voit des liens avec le cinéma, pas la film, mais le film. Puis après, je vais vous donner même d'autres exemples d'où ça vient. Parce que là, je vous rappelle que mon but, aujourd'hui, personnellement, c'est un peu de définir, mais aussi brouiller les pistes. Donc, cette première étape techno, je vais vérifier que cette fois-ci, il ne me part pas une autre vidéo en secret derrière. Donc, la première étape de cette conversion numérique-là, cette discrétisation-là, ben, en fait, on voit évidemment des liens avec le film. Hein? C'était un peu le même principe. Donc, discrétisation du temps. Donc, le film optique analogique, c'est une première étape.
projecteurs aussi, c'est un peu la même chose finalement. Donc, déjà dans ces technologies de l'image, il y avait 50% de ce qui allait devenir le numérique, c'est-à-dire capter des photos du temps, discrétiser le temps. Relation importante, ça c'est un machine gun. C'est un élément très important dans le développement de la caméra puis des projecteurs parce que certaines mitraillettes ont été développées à peu près au même moment, puis c'est les mêmes systèmes mécaniques qui ont été développés. Donc il y a aussi une partie de l'histoire du numérique, donc de la discrétisation du temps qui est vraiment liée, bien, sans surprise, mais aux militaires. Mais il y a des endroits peut-être un peu surprenants comme celui-là en fait. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un auteur qui s'appelle Kittler, mais qui a écrit sur, entre autres, l'histoire de la caméra et tout ça, puis qui montre, en fait, comment les deux technologies se sont développées, disons, en fait. Tout ce qui était massivement injecté en termes d'argent pour le développement des armes et des armes automatiques, servi, en fait, entre autres, le développement des moteurs et des caméras. Pour automatiser plus rapidement la séquence discrète, en fait, de toute la mécanique des projecteurs et des caméras. Donc ça vient justement de Kittler, qui est un livre à lire, qui s'appelle Film, Gramophone and Typewriter. Donc, The technologies of the gun and camera evolved lockstep. Although some dry plate camera were explicitly modeled on Colt revolverism, and Cinema looked to machine guns for design element. Donc, si ça vous intéresse, ça vient d'un article en ligne, mais c'est vraiment inspiré d'un livre. Donc, c'est pour montrer que finalement, c'est des petits pas en fait technologiques qui amènent le numérique à des endroits peut-être un peu insoupçonnés. Est-ce que ça vous a convaincu? OK. On va aller encore plus loin tantôt dans le militaire. J'espère que ça ne vous fera pas trop peur. Un exemple d'artiste, en fait, qui utilise exactement ce principe-là de discrétisation du temps. Donc, c'est Grégory Barsamian, qui est... Je ne sais pas si c'est un animateur, un cinéaste ou un artiste visuel. Je vais vous laisser juger. Donc, ici, j'ai un extrait de son statement, mais je vais vous montrer la vidéo simplement pour commencer. Bon, ça y est, il me décide de me faire une mise à jour. Ah, au moins, ça n'a pas été trop long. Il y en a plusieurs autres de lui, en fait. Donc, est-ce que vous avez déjà vu des choses comme ça? Ça vous dit quelque chose? Comment ça marche? On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Ah ben ici, le processus est dévoilé, on va le laisser. Donc, série d'objets. Ah, ben c'est Homer Simpson. Celui-là, je ne le connaissais pas. C'est pas grave, ça nous ajoute de nouveau. Donc, c'est un objet qui se met à tourner à une certaine vitesse. Puis après, il y a une synchronisation avec les flashs de lumière, comme dans un projecteur, quoique pour créer le mouvement, en fait. Donc, cette idée-là de discrétiser le temps, mais de façon assez rapide pour que l'œil ou l'oreille ne se rendent pas compte, c'est pas jeune, en fait. C'est une des 50% de la base du numérique. Ça dépend aussi, ça marche aussi, entre autres, parce que nos sens, à partir d'une certaine vitesse, à partir d'un certain taux, ne perçoivent plus cette réalité-là que c'est discret dans le temps, en fait. Donc, nous, à partir du cinéma, on sait que c'est environ 18 Hz. Hein, dans l'histoire du cinéma, les premiers taux de présentation de l'image, à partir duquel l'œil humain voit un film en continu. Mais ça, c'est très culturel aussi, puis c'est très anthropocentrique. Parce que moi, j'ai appris il n'y a pas si longtemps que si vous avez un chien, vous écoutez un film avec lui, il va vraiment trouver ça d'un ennui mortel. Parce que si je ne me souviens pas, ça prend quelque chose comme 30 ou 40 ou 50 images par seconde pour lui qui ait une vision continue. Donc, quand vous êtes avec votre chien, puis vous écoutez un film, bien, lui, il voit une photo du noir. Une photo du noir. Donc, il trouve ça un peu bizarre comme pratique. Donc, c'est loin d'être universel, finalement, comme truc. Puis ça, c'est un exemple intéressant, moi, je trouve, de comment soit nos réalités humaines ou culturelles finissent par s'imbriquer dans nos outils, en fait, techno. Donc, on peut lire sur cet artiste-là, Grégory Barsamian. Donc, c'est quelqu'un qui vient peut-être plus de l'animation, donc qui s'intéresse à vraiment l'idée de, dans ce que lui dit, hein,
faire des sculptures qui vont tellement bouger vite qu'avec des flashs de lumière, on va créer justement l'image de cette idée-là de continuité. Au niveau conceptuel, l'artiste s'intéresse à des choses plus comme la gestalt, justement comment au niveau psychologique, on construit notre perception. Donc ça, c'était un exemple. Deuxième étape de discrétisation, c'est le fameux pas vers le binaire. Parce que pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est des captations instantanées de la réalité à une certaine vitesse. Mais après, on veut les numériser, c'est-à-dire les transformer en nombres. Cette étape-là, en fait, que j'ai représentée avec la même courbe de tout à l'heure. Donc, si on a une quantité physique et continue, donc quantité de lumière qu'on mesure, ou même température, ou ce que vous voulez. Donc, ça évolue en continu dans le temps. J'ai des instants discrets. Puis après, il faut que je fasse aligner ça sur une grille d'amplitude. Donc, c'est cette clé-là ici. Pour lui attribuer une valeur. Mais si moi, je décide de travailler avec 3 bits, bien, ça sous-entend que j'ai seulement 8 possibilités. Avec 3 bits, je peux compter de 0 à 7 ou de 1 à 8, ce que vous préférez. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour chaque valeur ici qui est continue, je vais être obligé de prendre le point de la grille qui est le plus proche. Donc, ça veut aussi dire que j'ai une espèce de discrétisation, pas seulement dans le temps, mais dans la quantité, en fait. Donc, toujours une grosse approximation qui apparaît. Évidemment, plus je rajoute de chiffres, plus je peux aller chercher une grille qui est fine. Donc ça, c'est vraiment l'idée, en fait, du numérique, de la numérisation, c'est qu'on découpe comme en grille temporelle, mais aussi en grille d'amplitude, comme ça, les quantités qui nous entourent. Je vais quand même être obligé de vous mettre cette image-là, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle une conversion numérique vers analogique. Donc, à partir des quantités qu'on a, mesurées comme ça ici, si j'ai écrit ça dans l'ordinateur, éventuellement, si c'est du son, par exemple, je veux le recracher jusqu'à vos oreilles. Bon, je ne cracherai pas, là, je vais jouer dans les haut-parleurs. Ce n'était pas un bon choix de verbe. Bien, c'est ça le dispositif qui s'occupe de convertir le numérique analogique. Puis la beauté de tout ça, c'est qu'il y a, dans le fond, rien de numérique là-dedans. Si je prends 2 secondes pour essayer de vulgariser la machine, j'ai quelque chose qui ressemble à une sortie. Désolé, je suis un peu off-screen, mais j'ai pas le choix. J'ai une sortie. Ah non, je vais essayer avec ça, voir si ça marche mieux. Je pense que là, ça va peut-être être mieux comme ça. Je ne sais pas si tout le monde voit aussi à Montréal mon curseur. J'espère que oui. Good, je vous ai vu. C'est bon, le pouce, ça marche. Merci. Donc, j'ai une sortie, en fait, ici, qui va me donner une quantité physique que je veux avoir, mais qui a quitté le monde numérique. Ça, ici, c'est des résistances. Ça, c'est juste des bouts de céramique avec des bouts de métal. Il n'y a pas lieu de s'énerver ici. Puis j'ai un voltage ici qui est écrit VRIF, mais qui est probablement plus ce qu'on appelle un voltage de référence. Puis en fait, j'ai des interrupteurs. Ça ici, là, le B0, B1, B2, c'est exactement comme un interrupteur mural. C'est-à-dire qu'il y a 2 positions. En gros, ça laisse passer l'électricité ou pas. Puis en fait, il va aller s'ancrer sur le voltage de référence. Puis ici, c'est B0, B1, B2, parce que ça correspondrait à mes 3 chiffres du numérique ici. Donc, quand je convertis une quantité numérique en analogique pour la ramener dans le monde de nos sens, tout ce qui se passe, c'est que j'ai des tout petits interrupteurs qui font comme des vieux systèmes de téléphone, qui vont se placer, qui vont aller chercher donc une fraction du voltage, puis ça va être envoyé en sortie. Donc, dans le fond, ce qui est drôle, c'est que finalement, un convertisseur numérique analogique, si je me pose la question, le numérique, il est où là-dedans? Il est dans la représentation, mais même pas dans l'objet, parce qu'au bout du compte, c'est un circuit électronique de composantes analogiques. Là. Mais là, l'idée, c'est pas d'aller dans le détail de ce truc-là. C'était juste pour montrer que c'est un peu plus simple qu'on pense. Là, je me suis permis de montrer une de mes œuvres. Je suis désolé, c'est un peu comme de l'autopromotion. Donc ça, c'est un truc que j'avais fait il y a déjà quelques années qui s'appelait Motifs émoirés, qui explorait exactement cette idée-là, en fait, de la discrétisation en amplitude de conversion des 0 des 1. Donc, c'est un dispositif avec 6 haut-parleurs, donc installation sonore, en fait. Puis moi, ce qui m'intéressait dans ma pratique, qui est plus inspirée art sciences et techno, c'est qu'il y a quand même une espèce de mythologie qui rêve pas de mythologie, là, mais disons un fantasme d'ingénieur, qui rêve d'avoir un haut-parleur qui prend directement des données numériques, vraiment des 0 et des 1, puis bam, la conversion du numérique analogique se fait dans l'air, devant le haut-parleur. Donc, moi, ça a été un déclencheur pour dire, je voudrais explorer ça, parce qu'entre autres, je sais que c'est une technologie qui ne marche pas très bien, mais les gens continuent à travailler là-dessus. Donc, j'ai 6 haut-parleurs, puis moi, ce que je faisais, en fait, je prenais un signal de voix,
que je découpais avec des mots de 6, 0 et 1. Puis chacun des haut-parleurs recevait un des 0 et des 1. Donc, c'est un peu comme le One Bit Symphony qu'on entend. Ça donne un son épouvantable parce que dans le fond, c'est une espèce de distorsion digitale de la voix. Mais ce qui m'intéressait dans ce qu'on a entendu tout à l'heure, mais chacun des haut-parleurs diffusait une des parties de l'information numérique. Là, ici, c'était comment ça jouait par rapport à l'espace. Je vais essayer de le faire le plus simple possible. Donc, ce qui se passait, c'est que je diffusais ce qu'on appelle le LSB ici, qui est le Least Significant Byte, qui est le bit le plus petit, comme l'unité, sur le premier haut-parleur, jusqu'au le bit le plus important qui était à l'arrière. Puis j'avais aussi une voix tronquée. Mais en gros, l'effet que je voulais produire, qui a fonctionné, c'est que quand on avait un auditeur qui venait ici, lui entendait beaucoup de bruit numérique, en fait. Mais à cause que le bruit numérique interagissait avec un morceau de voix tronqué derrière, étrangement, celui qui était à l'avant était le seul à pouvoir entendre la voix correctement qui venait de l'arrière. Alors que quelqu'un qui était de l'arrière ici entendait que des fragments de voix. Donc, c'est un peu si quand on était dans la perspective de face, tous les bits se réalignaient pour reconstruire la voix. Puis il y avait aussi un phénomène psychoacoustique impliqué. Donc, moi, c'est un exemple d'œuvre à mi-chemin entre conceptuel puis d'installation sonore qui était inspirée justement de ces idées-là de discrétisation. Si on a du temps, je pourrais faire jouer une vidéo plus tard, mais le temps file. Là, j'ai une autre affirmation un peu provocante. Les convertisseurs analogiques vers numérique n'existent pas. Bon, on a parlé vite fait de numérisation, qu'il faut toujours faire le passage de l'analogique vers le numérique, du numérique vers l'analogique. Mais là, j'affirme une contradiction. Convertisseur analogique vers le numérique, ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord? Pourquoi? C'est assez fascinant comme question. Moi, ça me branche pas mal. Oui, OK, on va y aller. Ouch! Ça fait mal. Mais ce qui est assez fascinant, c'est un schéma technique, mais le but, c'est pas d'aller dans le détail, c'est que cette conversion-là de l'analogique numérique, elle opère à sens inverse. C'est plutôt une conversion du numérique vers l'analogique qui est utilisée pour numériser. Donc, ce n'est pas vraiment intuitif. Je vais essayer de le faire simple puis rapide. C'est quand on a des quantités analogiques qu'on veut numériser, oui, il faut que je fasse attention. Bien, étrangement, il n'y a rien qui numérise. Au contraire, c'est plus une comparaison. Donc, ce qui arrive, c'est que j'ai une quantité quelconque ici qui rentre dans un circuit un peu détaillé pour rien. Mais vous voyez, en réalité, j'ai un convertisseur numérique analogique, puis une comparaison. Donc, ce qui se passe, c'est que mon ordinateur, il dit « Oh, j'ai une quantité à numériser. Que dois-je faire? » Donc, ce que lui, il fait, l'ordinateur, il place des 0 et des 1 dans l'ordre. Il dit « OK, je vais y aller. Est-ce que c'est 0? » Là, ça donne une quantité analogique parce que l'ordinateur recrée la quantité analogique, puis il compare. Puis là, il dit « Non, c'est pas 0. » OK, je continue. Est-ce que c'est 1? Je compare. Non, c'est pas la même chose. Puis il va continuer comme ça. Donc, je ne sais pas si vous imaginez le nombre d'étapes, mais ça veut dire qu'à chaque fois que je fais une captation, une photo du réel ou logique, en numérique, mon ordinateur il fait est-ce que c'est 0, est-ce que c'est 1, est-ce que c'est 10, est-ce que c'est 11, est-ce que c'est... Je ne sais pas si vous imaginez les vitesses impliquées. Donc, par exemple, si je prends l'exemple du son, quand je numérise le son, ça arrive à 48 000 fois par seconde. Donc, cette opération-là arrive 48 000 fois par seconde. Donc, puis il faut compter des fois jusqu'à 32 bits. Ça veut dire compter jusqu'à 1 million. Donc, il y a une espèce de densité, en fait, du calcul qui opère. Puis, la morale de l'histoire, c'est ça. C'est que c'est un peu comme un peu comme jouer à rouge-noir, parce que l'ordinateur essaie de deviner la valeur analogique par comparaison, mais jamais il la numérise. Mais à partir d'un certain instant, quand le comparateur dit « Oui, la valeur que tu penses que c'est la bonne », on passe à la prochaine étape. Mais ce qui est assez fascinant, c'est que c'est qu'un système de comparaison. Ça veut dire, je leur dis, j'essaie de le reformuler, mais en continu, quand on numérise des données, c'est que l'ordinateur qui fait des paris sur ce que ça peut être puis qui obtient une confirmation de ce que c'est. Mais il numérise jamais. Mais c'est ce qu'on appelle la numérisation.
C'est ça. Ça, c'est bon. Mais pour ce schéma-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je gesticulais plus que je pointais. Donc, quand je vais être précis, je vais utiliser la souris, mais quand je veux juste comme dynamiser le truc, ça va être un peu... Je pointe n'importe où, OK? Mais l'idée, c'est pas que je voulais expliquer le schéma. C'était vraiment juste un support visuel pour montrer cette idée-là que finalement, la conversion de l'analogique vers le numérique est comme inexistante. C'est toujours une comparaison. Bien, au bout du compte, c'est ça que ça fait, plutôt un jeu. Donc, si je le résume, c'est que ces trucs-là vont plutôt être faits de ce qu'on appelle des convertisseurs numériques analogiques. Des fois, vous allez peut-être voir DAC, puis on a une comparaison. Puis c'est une fois que c'est égal que, justement, on peut trouver la valeur. Et là, l'ordinateur va écrire dans son petit cahier 0, 0, 1, 1, 1, machin. Donc, intérêt et motivation du numérique. Pourquoi on est prêt avec le numérique? Donc là, on va parler de guerre d'armes nucléaires, puis d'autres perspectives. Donc là, on va y aller à fond sur certains enjeux. Mais avant, j'ai une petite question. Vous avez déjà entendu le médium, c'est le message de Marshall McLuhan. Hein? Bon, mais là, il est comme incomplet. Puis moi, je me pose une petite question aujourd'hui. Si on prend le temps de retourner à la définition de ce que McLuhan disait quand il posait cette affirmation, quand lui, il disait le médium, il faisait référence à la nature d'un média ou du canal de transmission d'un message. Donc, c'est ce qu'il désignait par le médium. Quand il disait « c'est-le », ça voulait dire que la nature du média compte plus que le sens ou le contenu du message. Puis souvent, un des problèmes de l'interprétation de cette citation de McLuhan, c'est que le mot « message » n'était pas bien compris, ou on l'a, disons, abusé de lui. Parce que McLuhan, dans son chapitre qui s'appelle « Le médium, c'est le message », le message, pour lui, ça veut dire les effets médiums sur l'individu ou sur la société. Donc, quand lui disait le médium, c'est le message, son idée, c'était plus quand on a une nouvelle techno ou un nouveau médium qui arrive, ça envoie comme un message codé à notre culture et société qui va se réorganiser. Un exemple facile, c'est le journal. Le journal imprimé, on le reçoit le matin. Donc, au siècle dernier, le médium du journal, son effet, c'était que tout le monde recevait les nouvelles le matin en déjeunant. Conséquences culturelles et sociales évidentes parce qu'on avait un certain rythme d'obtention de l'information. Ça allait influencer les réunions de la journée, les prévisions stratégiques, la bourse et tout ça et tout ça. Donc, moi, ma question, c'est, que je vous pose, ce serait quoi le message du numérique? Je n'ai pas la réponse en passant. Mais là, je vous la lance. Oui. Oui. Comme ça. OK. C'est bon? Parfait, merci. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des hypothèses? Ce serait quoi le message du numérique? Qu'est-ce que ça envoie? Qu'est-ce que ça peut envoyer comme façon de restructurer société, culture? Là, on a un micro, là, parce que je ne suis pas sûr que je vais toujours bien répéter. Vas-y. Oui, ce serait peut-être mieux. Merci. Ça c'est clair. Justement, si on compare avec le journal, là, maintenant, le taux qu'on reçoit l'information arrive tellement vite que ça va influencer. On n'a plus besoin d'attendre au lendemain pour avoir les nouvelles fraîches, en fait. C'est bon? OK, parfait. Mais ça, c'est tout à fait des enjeux qui peuvent sortir de cette question-là. Toujours pour retourner sur les perspectives, puis je vais y arriver au nucléaire, puis même guerre froide, c'est qu'en fait, on va s'intéresser à une question. On va essayer de faire une différence entre ce que moi j'ai appelé aujourd'hui la sensibilité analogique puis l'insensibilité numérique. Bon, là, j'ai trouvé ça comme expression pour faire vite et simple. C'est peut-être pas idéal, mais je pense que ça saisit quelque chose dont on ne parle pas souvent, en fait. Donc, je me suis même amusé en bas. Vous voyez, c'est digitally insensitive. On va voir pourquoi. Quand on a un signal analogique, que j'ai montré à gauche ici, il peut être bruité. J'ai un frigo qui envoie d'électromagnétisme dans le réseau électrique, ça peut contaminer mon signal. Je peux aussi avoir, je ne sais pas, une tour de communication à côté, la radio. Donc, les signaux analogiques peuvent être bruités de plusieurs façons. Le problème du signal analogique, qu'on voit à gauche ici, c'est que quand j'ajoute le bruit fait partie du signal. Donc, je ne peux pas le séparer ou très difficilement. Donc, ici, c'est un peu résumé, là. Mais il y a une grosse différence, c'est que si j'ai un signal numérique de 0 et de 1, qui reste un voltage, quand je vais avoir un bruit
Parce que le bruit électromagnétique, là, il ne disparaît pas parce qu'on passe dans le numérique. Il va aussi s'ajouter à mon signal numérique qui est constitué de valeurs basses ou de valeurs hautes. Mais il y a une grosse, grosse différence qui est fondamentale par rapport au bruit. Ici, le bruit est analogique, contamine un signal analogique. Deux sont ensemble. Mais ici, le bruit est analogique, une espèce de voltage, de pollution électromagnétique, mais mon signal reste numérique. Puis l'astuce ici, c'est que c'est un peu comme si je communiquais avec des signaux de fumée ou avec du blanc ou du noir. Donc si par exemple je veux parler avec toi, on est sur les deux sur un toit de montagne, je te montre un panneau noir. Peut-être que tu vas le voir gris foncé, mais tu vas pouvoir déduire que c'est noir. Je montre un panneau blanc, mais avec les nuages, l'éclairage, c'est gris pâle. On peut déduire que c'est blanc. Donc les présences de bruit, les altérations de l'environnement peuvent être compensées parce qu'on a juste deux possibilités. Donc, si je faisais des signaux de fumée, puff ou pas puff, hein? Fumée ou pas fumée, si ça se confondait sur un fond nuageux, la personne à l'autre bout, parce qu'elle connaît le système ou le code, peut décoder et se départir du bruit. Donc, c'est exactement ça qu'on voit ici. Mettons que j'envoie un message secret militaire comme ça, 01000, blablabla. Il y a beaucoup de bruit, on ne sait pas pourquoi. Le récepteur, il voit ça ici. Donc, la partie du bas ici en continu. Bien, lui, il a juste à se donner un seuil. Si c'est sous cette valeur, c'est 0. Si c'est en haut, c'est 1. Donc, l'idée, c'est que l'analogique est fortement sensible au bruit, mais pas le numérique. Donc, en gros, à cause de ça, c'est qu'on peut restaurer nos signaux malgré la présence de bruit ajouté versus cette idée-là de sensibilité analogique, où est-ce que au niveau même de la transmission, du stockage, mais aussi de la copie, tout ça peut dégrader, le bruit électromagnétique peut le dégrader. Mais là, la grande question, c'est pourquoi faire? Quelle était la motivation? Et c'était la motivation. C'est pas une blague. Quand les Américains ont dit, ben, c'est bien, on a lancé des bombes nucléaires, on en avait 2, on en a lancé 2, on n'en a plus, mais on sait que ça va être le futur. Ben, ils se sont dit, on a un petit problème, parce que ça fait une détonation électromagnétique tellement forte que tous les systèmes de communication devenaient bruités dans un certain rayon d'action. Là, je ne suis pas spécialiste du nucléaire. Puis ça a été un des déclencheurs pour dire, ben, ça nous prend une technologie de communication qui peut résister à du bruit électromagnétique aussi puissant qu'une bombe nucléaire ou de thermonucléaire ou bombe H ou je ne sais pas trop quoi. Puis, ben, je ne sais pas si on replace les années. C'est le début du développement du numérique, en fait. Puis, il ne faut jamais l'oublier que même le numérique actuel, une de ses raisons d'existence, c'est pour résister à une guerre nucléaire. Évidemment, si mon téléphone il reçoit une bombe nucléaire sur lui, le système matériel du numérique qui supporte l'infrastructure numérique va être évidemment détruite, mais les communications, du moins une partie, vont pouvoir survivre à une guerre thermonucléaire. C'est la bonne nouvelle. Votre Facebook ne sera pas détruit. Donc, c'est vraiment après la Deuxième Guerre mondiale, c'est à peu près ce que j'ai rapporté. Par contre, j'ai une parenthèse vraiment importante. Cette analyse-là vient des cultural studies, là, puis des media theory, mais il faut la prendre un peu avec un grain de sel. C'est-à-dire que ce n'est pas l'unique facteur de développement du numérique. Ça a été un des joueurs qui a motivé la R&D du numérique, entre autres dans le militaire, mais donc c'est une explication un peu dramatique qu'il faut quand même pondérer. Mais ça, c'était juste une mise en garde que je tenais à vous faire. Guerre et nucléaire, en fait, puis numérique, ça va assez loin. J'ai une autre perspective ici, historique et interprétation. C'est le cas de Iron Mountain qui est assez fascinant. Ici, j'ai le lien wiki s'il y en a qui s'intéressent. Ma référence, ça vient d'un super livre qui s'appelle « La Prehistory of the Cloud ». Donc, préhistoire du cloud ou de l'info nuagique. Donc, un livre assez fascinant qui montre justement que le numérique, n'est pas arrivé de nulle part, puis qu'au contraire, c'est une série d'étapes historiques qui nous y ont amenés. Et il y a un fort lien avec le matériel dans cette référence-là. Donc, le cas Iron Mountain, c'est ça ici. Si je ne me trompe pas, c'est soit dans l'État de New York ou de New Jersey, mais c'est pas vraiment important pour aujourd'hui. Donc, c'est une espèce d'entrée comme ça de Iron Mountain. Donc, en 1936, il y a un monsieur qui s'appelait Croust, désolé pour la prononciation, qui fait pousser des champignons, en fait, mais à petite échelle. Puis, il achète une mine de fer désaffectée pour faire plus de champignons, en fait. Donc, on sait que les champignons, ça pousse dans les souterrains humides et tout ça. Donc, il l'achète en 1936, donc ce lieu-là. Mais en 1950, je ne sais pas pourquoi, mais bon, il y a eu un crash dans le marché du champignon. Ce n'est pas ma spécialité, mais c'est arrivé.
Donc, il se pose la question, qu'est-ce que je peux faire avec cette espèce d'énorme mine que j'ai achetée en 1950? 1951, la guerre froide et la peur nucléaire, deux choses qui sont assez fortes. Bien, il dit, je vais transformer ça en Iron Mountain Atomic Storage Corporation. Il dit, bien, dans le fond, je vais faire un bunker pour protéger les documents et les archives de compagnies en cas de conflit nucléaire. Donc ça, moi, personnellement, ça me fascine. Ça veut dire qu'il y avait quand même une compagnie, qui est le Iron Mountain, qui appelait d'autres compagnies pour dire, « Hey, tu sais, s'il y a une guerre nucléaire, tu ne voudrais pas que ta business, pour laquelle tu as tellement travaillé, elle meure hein, quand même. » Donc, il a fait un service de préservation des documents, pas des gars, en cas de guerre. Donc, c'est assez fascinant. Mais on parle des années 50. Le numérique n'existe pas vraiment. Bon, après la guerre froide, ce qui est assez fou, c'est que ce bunker-là est devenu un data center. Pour les mêmes raisons. Parce que la plupart des points nerveux centraux d'Internet sont fortement liés à l'histoire des bunkers. Entre autres parce que ça vient des États-Unis et qu'ils ont un peu peur de se faire attaquer. Mais c'est un exemple parmi vraiment plusieurs d'autres. Donc, il y a vraiment une espèce de confusion géopolitique, puis que moi j'appellerais fantôme, entre le bunker puis même l'émergence du numérique. Donc, des fois, on dit « Oh, le numérique, c'est parfait, ça nous rapproche, c'est matérialisé. » Mais si on visite les lieux du numérique, au contraire, c'est totalement militarisé, fortement structuré, organisé. Puis les infrastructures, justement, sont vraiment ancrées dans des anciennes infrastructures du militaire puis de la protection par rapport au nucléaire. Ça, c'est un artiste qui a, entre autres, exploré ça, Trevor Paglen. J'ai son site ici. Ici, dans ce cas-là, de ce qu'on voit, c'est une photo, en fait, d'un data center qui est plus moderne. Mais sur son site web, on voit qu'il s'est intéressé à ce genre de choses-là. En fait, des relations entre, si c'est un article sur son travail, c'est pas son article, mais beaucoup sur les relations entre le numérique puis la géopolitique, entre autres, puis l'histoire justement du militaire, de la sécurité. Ça marche? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui est comme complotiste ou conspirationniste? Peut-être. Un brin? OK. Mais l'idée, c'est pas de dire que justement il y a un complot, mais c'est plutôt de reconnaître la continuité des choses. J'exagère, je pense pas que je suis conspirationniste. C'est toujours fondé sur des références sérieuses trouvées sur des sites web en ligne très fiables. Si c'est des blagues, ça vient que des livres de personnes, en fait. Donc, un peu le message que moi, j'aimerais arriver, là, maintenant qu'on arrive au... Hey, c'est juste l'introduction. Ça passe vite. C'est pas vrai, en fait. On avance assez vite. Donc, c'est l'idée que les frontières entre ce qu'on appelle le numérique, l'analogique, tout ça, c'est pas si clair que ça. Puis, il y a vraiment une grosse continuité, puis justement un gradient. C'est pour ça que j'ai mis un peu de gris. Donc, il y a un gradient de concepts, de technologie puis de culture qui sont associés au numérique. Moi, si on me pose la question, le numérique, quand est-ce que ça a commencé exactement, j'ai pas de réponse. Qu'est-ce qui change vraiment? Qu'est-ce que le numérique change vraiment par rapport à ce qui était avant? Il y a la vitesse. Mais ce n'est pas parce que c'est numérique que c'est nécessairement plus vite. Ça aurait pu être analogique plus vite aussi. Donc, il y a un autre concept. Donc, j'ai parlé de sensibilité analogique puis d'insensibilité numérique en relation avec la guerre, la pollution électromagnétique de la communication. Mais là, il y a un autre concept au niveau de perspective, c'est l'hétérogénéité analogique et l'homogénéité numérique. Donc, j'ai appelé ça Format and Support en sous-titre. Donc ça, c'est un autre aspect qui est vraiment fort du numérique qui se distingue de l'histoire. Hétérogénéité analogique. Au niveau des supports puis des formats, tout était différent en fait. Donc, image en mouvement, j'ai une caméra. Image fixe, j'ai un film. Image en mouvement, une VHS, une cassette VHS, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Le son était stocké sur bande magnétique dans des cassettes. On a eu les vinyles pour le son, on a eu du texte stocké sur livre. Mais dans tous ces cas-là, on a toutes sortes d'informations visuelles, sonores ou écrites, mais les formats et les objets matériels sont tous différents. Donc, il y a une espèce d'incompatibilité. J'ai déjà essayé une fois de mettre un vinyle dans un truc VHS. Ça n'a évidemment pas marché. Donc, c'est une des caractéristiques, en fait, de ce qui précédait l'ère numérique. C'était cette espèce d'incompatibilité-là des boîtiers, presque, ou des contenants, en fait. Mais il y a aussi que les quantités physiques étaient stockées de façon différente. Chimiques sur des pellicules, magnétiques sur les bandes VHS, magnétiques sur les cassettes audio. Un vinyle, c'est carrément une gravure mécanique, carrément un petit fossé qui est une représentation analogique du son qu'on veut stocker. Puis texte, là, c'est plus un truc d'index, évidemment.
Avec le numérique, on a au contraire une espèce d'homogénéité numérique au niveau des supports. C'est-à-dire que tous les supports sont semblables. Immédiatement, des 0, des 1 sur un ordinateur, un téléphone ou ce que vous voulez, image fixe, tout peut être dans la même infrastructure. Donc, il y a une espèce de nouvelle malléabilité ou parenté qui existe maintenant, qui existait pas mal plus difficilement avant, en fait. Donc, c'est ce que moi j'ai appelé homogénéité numérique. Si ça nous amène à une autre question ici, si on se pose la question, c'est quoi la différence entre le numérique puis l'analogique? C'est quoi exactement la différence? Donc, à part les choses évoquées, est-ce que quelqu'un qui a aidé à ajouter? Peut-être que j'aurais oublié une autre des différences. Peut-être, c'est ça. Merci. Je ne sais pas si c'est pertinent, mais je reçois un texto. Quelqu'un m'envoie une image d'un téléphone Mac. Là. Ouais. Sur mon PC, ça ne marche pas. Là. Sur mon téléphone, Ça peut marcher des fois, mais en théorie, ça marche. Mettons qu'on met de côté les marques, là, mais en principe, ça devrait marcher. Ben, comment, je veux juste, c'est un super bon point, en fait. C'est que ça, c'est l'idéal du numérique. C'est qu'en principe, tout devrait être compatible. Bon, après, il y a des logiciels, il y a des standards qui font que ça ne marche pas, mais si on fait juste comme mettre de côté, disons, les combats entre les compagnies ou les brevets, une des grosses différences, c'est ça, c'est que le support reste le même. Ça, c'est certain. Après, il y a des embûches qui font que ça n'arrive pas, là. Mais je vais essayer de converger vers un autre truc, c'est plus comme la proximité des médias, en fait. Mais ça, je vais y revenir tantôt. Donc, sur cette idée de différence-là, je vais jouer un petit jeu, en fait. La température avec un thermomètre, c'est analogique ou c'est numérique? Mécanique? Analogique? Les deux? Ça, c'est analogique? Exact. Non, je répète dans ce temps-là. Donc là, j'ai proposition mécanique, physique, analogique. Bien, en fait, il y a un peu de tout ça. C'est-à-dire, j'ai une quantité physique qui est la température, donc l'agitation des molécules, qui va être convertie en hauteur de mercure ou de je ne sais pas trop quoi. Donc, c'est une représentation qui est analogue, c'est-à-dire la hauteur de mon liquide est analogue à la température. Par contre, j'ai quand même une gradation. Donc, j'ai deux façons de regarder ça. Si je m'amuse à stocker, bien, pas à stocker, mais à observer la température dans le temps de 19 degrés à 26 degrés en fonction des dates, ici à droite, ça reste encore analogique parce que j'ai une ligne continue. Puis là, c'est la position de ma ligne qui est un analogue, en fait, de la quantité. Mais si je prends les choses comme ça, le 27 juin, il a fait 24 degrés, le 28 juin, 22, bien ça, on est déjà dans le monde du numérique. Pourtant, j'ai juste noté dans mon petit cahier. Donc, c'est vraiment la question de la représentation qui est en jeu. Dans le cas de la température, avec un thermomètre, je pourrais avoir ma représentation par des nombres numériques ou je peux avoir une représentation analogue. Ici, c'est justement la distance de ma courbe à l'axe horizontal qui me donne la température ou qui me permet de la stocker. Je continue avec mon jeu. Ça, c'est numérique ou analogique ou lequel est lequel, pourquoi? Je sens que... Oh. Oh. Exactement, parce que tu connais le truc. Exactement. Donc, ici, ce qu'on a dit, c'est que la cassette à gauche, analogique, à droite, numérique. Mais là, ça vient d'un spécialiste. En réalité, le point de mon image, c'est que ça ne veut pas dire, il ne faut pas tomber dans le piège du format de en fait. C'est-à-dire ici, j'ai une bande magnétique avec une quantité sonore qui est stockée de façon analogique.
Mais à droite, j'ai aussi une bande magnétique. Mais cette fois-ci, au lieu que ça soit stocké de façon analogique, ça va être que des 0, des 1 ou du 0,5 volts qui va être stocké, mais c'est quand même une bande magnétique. J'avais fait exprès en plus pour cacher ici. Avec Photoshop, c'était écrit Digital Audio Tape, DAT en fait. Ça, c'est très bien. Donc, on ne peut pas nécessairement dire à de quoi ça a l'air à l'extérieur. Ici, justement, c'est, je me souviens plus si c'est MPEX qui avait inventé le format, mais c'était audio numérique sur bande magnétique. Donc, là, ça fonctionne en bande magnétique. En gros, à gauche, ici, j'ai l'enregistrement analogique sur bande magnétique. Donc, le tape va dans une certaine direction. Donc, vers la gauche, j'ai une quantité qui vient travailler ici sur mon électroaimant. Ça crée localement un champ magnétique qui va comme réorganiser, en fait, la distribution magnétique sur la bande. Puis, au niveau de la lecture, c'est un peu le sens inverse, mais c'est comme le même dispositif. Un système ici, la bande va se balader, ça va recréer le voltage. Donc, c'est le système de la bande. Mais je peux l'utiliser pour stocker de l'information numérique. Ce n'est pas une limite. Autre exemple ici. Ça, est-ce que c'est numérique ou analogique? Bon, la réponse, c'est qu'on a encore une représentation numérique, mais ça reste un stockage de type électromagnétique. Donc, encore une fois, ma conclusion, c'est que ce n'est pas nécessairement à cause de la forme de l'objet ou de la façon que les données sont stockées qu'on peut décider ou observer si c'est numérique ou analogique, mais c'est plus le mode de représentation, en fait. Celle-là n'est pas pire. Lequel est analogique ou lequel est numérique ou pourquoi? Je pense qu'il y en a un qui est assez évident. On s'entend que l'ordinateur, c'est numérique. Oui. Puis à droite, c'est une pédale de guitare. C'est analogique? C'est impossible de savoir. Pourquoi? Celle-là, je l'ai choisie en plus volontairement parce que je l'ai chez moi, donc je la connais. Donc, oui, les entrées-sorties du système sont analogiques, mais le cœur de cet effet-là, numérique, qui permet de transformer une guitare électrique en son d'orgue, c'est un mini-ordinateur qui est à l'intérieur. Donc, mon point, c'est qu'il ne faut pas tomber aussi non plus dans le piège de l'apparence des objets. Donc, maintenant, moi, je dirais qu'il y a peut-être 50% des pédales de guitare, par exemple, qu'on a peut-être le réflexe de dire « Ah, c'est analogique parce que c'est une boîte, il y a un bouton, c'est pas un ordinateur, mais en réalité, c'est numérique. » Puis, il y a un autre truc aussi, bien dans le futur, peut-être que moi, je vais être mort quand ça va arriver. Oui, un ordinateur, c'est numérique, on sait qu'il y a un processeur, ça crunch des nombres, des 0 et des 1. Mais il faut peut-être se préparer au futur parce qu'il y a des compagnies, dont Intel, mais ça, je ne suis pas certain de laquelle exactement, qui commencent à peut-être amener l'idée d'un processeur analogique. Donc là, ça, ce serait un méchant bouleversement. On ne s'en rendrait peut-être pas compte au niveau de l'objet. L'ordinateur resterait peut-être sous sa forme visuelle, mais le cœur va peut-être redevenir analogique pour plein de raisons technologiques, là. Mais c'est peut-être un futur dans 50, 100 ans. Donc, le point ici, c'est que ce n'est pas la forme extérieure de l'objet qui permet de faire la différence non plus. Si on se pose la question de la différence analogique et numérique, ma conclusion, c'est qu'on ne peut pas se donner d'un critère de différenciation entre les deux. D'un côté, sur la base de la physique du stockage. Par exemple, si j'utilise le magnétisme pour les cassettes, je peux aussi utiliser le magnétisme pour le numérique. Puis je ne peux surtout pas me baser mon critère de différenciation sur le caractère matériel de l'objet. Donc, comme l'exemple de la pédale de guitare versus un effet audio sur un ordinateur. En fait, il est uniquement possible de poser le critère de différenciation sur la base du type de représentation. Donc, soit par une quantité physique qui est un analogue, hein, c'est de là que ça devient le mot analogique, c'est que j'ai une quantité physique qui est analogue à une information que je veux stocker ou copier ou transmettre, versus un nombre qui représente l'information. C'est le seul critère, en fait, qu'on peut vraiment prendre. Donc, une autre question, c'est comment tout peut être numérique. Comment la lumière, le son, l'intensité, la température, la bourse, ce que vous voulez, comment tout peut être numérique. Puis là, je fais exprès, en même temps, je fais des espèces de sauts de puce sur différents sujets. Vous allez voir, on va revenir un peu vers l'arrière. Je vais donner des exemples. Puis là, on touche en fait à un premier truc que j'ai abordé de façon assez succincte, qui est la transduction, en fait. Donc, je vais exemple. Donc, si on prend la photographie, la lumière couleur,
voir donc comment ça peut être numérique. Donc, on va avoir un capteur pixel, puis il y en a beaucoup évidemment, qui va capter la lumière puis produire un voltage proportionnel à l'intensité. Donc ça, c'est un travail de transduction dont j'avais évoqué. Puis au bout du compte, c'est le voltage qui va être numérisé. Puis on va le voir, c'est vraiment la clé, c'est qu'à peu près toutes les quantités physiques doivent d'abord être converties en voltage ou en électricité analogue avant d'être numérisées. Donc de la façon que ça marche dans le cas d'une caméra, on va avoir une image, un objet plutôt, des rayons lumineux qui pénètrent une lentille. Puis ici, on a une grille qui est répartie en filtres, donc avec des pixels rouges, bleus et verts. D'ailleurs, fait important à remarquer, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais il y a 2 fois plus de pixels verts que de rouge et bleu dans toutes les caméras. Il fallait faire un choix, parce que dans le fond, c'est une grille 2 par 2, puis on a le rouge, le vert et le bleu à stocker. Donc, ils ont dit on met un rouge, un bleu et 2 verts. Après, on a carrément un capteur, donc il va recevoir la lumière, mais filtrée. Puis en fait, c'est un petit circuit électronique. Puis plus l'intensité de la lumière est forte sur ce point-là, plus le voltage va être élevé. Puis après, je vais avoir une machine qui va numériser, donc prendre en note sous forme de numéros, ce voltage-là à chacun des pixels. Mais si j'ai 1 million de pixels, ou je ne sais pas combien, plus que ça, on est rendu dans les 10 millions, puis que c'est une caméra vidéo, donc je ne sais pas si vous imaginez le travail de scribe qui est derrière tout ça, la vitesse impliquée pour tout numériser. Donc vous voyez, il y a plusieurs étapes. Donc analogique ici. Après, on a du numérique, de la conversion, traitement numérique pour tout ça finir sur votre carte mémoire. Donc, dans le cas de la lumière, c'est comme ça que ça marche. Donc, chaque capteur pixel va capter la lumière, produire un voltage proportionnel. Puis ça, c'est réalisé évidemment en rafale. C'est divisé en 3 couleurs. Ici, justement, on a comme une espèce de truc, là, de cercle avec les combinaisons rouge, vert, bleu. Donc, le voltage va être numérisé. Donc, par exemple, si on décide de le numériser avec 12 bits, donc si chaque pixel a droit à 12, 0 et 1 pour être numérisé, bien ça, par exemple, si je fais 2 à la 12, ça donne le nombre de niveaux possibles. Puis avec, par exemple, un 12 bits, ça veut dire que j'ai 4096 niveaux de couleurs que je peux décrire. Mais c'est que reste une quantité discrète. J'en ai parlé au tout début, qu'on discrétise en amplitude. Donc ça, c'est le cas de la lumière et de la couleur. Pour le son et l'audition, toujours dans l'idée de comment on peut imaginer tout numérique, c'est pour vous montrer le fait aussi qu'on est vraiment dépendant de la transduction analogique. Donc le son, on sait que c'est une oscillation de la pression atmosphérique. Donc quand je parle, il y a la pression de l'air qui change très subtilement. Puis c'est un microphone ici, là, comme on a en haut, qui va transformer cette pression-là en voltage. Mais j'ai toujours besoin d'une composante analogique pour transformer la quantité physique qui m'intéresse en voltage, puis après, ça va être numérisé. Par la suite, pour le haut-parleur, même principe. J'ai une quantité numérique que je vais transformer en voltage qui va être envoyée au haut-parleur. Donc, c'est quelqu'un qui joue en coulisses, comme je disais. Transduction est toujours là, numérisation. Pour les textes et les écrits, ça c'est assez fascinant, comment les textes et les écrits peuvent être numériques. En général, nous, dans notre système, on a une série de 8 ou 7 bits qui va être utilisée pour pointer vers un tableau, en fait. Donc, on a une norme qui est celle-là ici, qui est US ASCII Code Chart. Donc là, l'idée, c'est que j'ai B1, B2, B3, B4 ici, puis B5, B6, B7. Donc, si je voudrais vous communiquer, par exemple, la lettre A majuscule, bien, j'ai besoin du tableau, en fait, pour dire, bien, finalement, A majuscule, le B1 est 0, 1, le B2 est 0, le B3 est 0, le B4 est 0. Puis, pour le B5, c'est, attendez, c'est difficile, 0, après 0, 1. Donc, j'ai besoin de la table, en fait. Dans ce cas-là, c'est un petit peu plus compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient aussi, ça nous ramène un peu dans le temps. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu ça comme imprimante. Bien, ça, c'était fascinant quand on y pense parce que c'était numérique. Dans le sens que des indices 0 et 1, qui envoyaient des instructions où la boule devait se placer. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, mais en gros, ça tournait. Puis une fois que la boule était bien placée, c'était comme un coup de dactylo. Donc, il y avait un coup qui impactait une bande d'encre, puis on avait la lettre. Donc, c'était comme une dactylo automatique, mais c'était un système d'index de 0 et 1, donc numérique, qui nous permettait d'aller chercher les lettres. Écran et vidéo, c'est quand même assez similaire avec la photo, dans le fond. Là, c'est plus pour l'institution du numérique. Donc, on a une lumière à l'arrière qui est blanche, qui va traverser un paquet de filtres.
puis qui va arriver à un color filter ici, ou un fil de couleur qui va s'occuper de donner la couleur localement. Donc, encore une fois, c'est comme la conversion inverse ou la transduction inverse pour coloriser la lumière et nous donner notre image en couleur. Tranquillement, pas vite, on va approcher du sujet de l'espace et des distances. Donc, si on veut numériser les distances, ça c'est un capteur de distance, on va avoir un capteur, par exemple, type infrarouge qui va donner un voltage qui est proportionnel à une distance. Puis encore une fois, il faut numériser le voltage. Donc, c'est vraiment l'idée qu'on a toujours une conversion d'une quantité physique vers un voltage analogue avant la numérisation. Là, on approche tranquillement pas vite du sujet aussi de demain qui va nous occuper. En ce qui concerne les formes ou les espaces, puis le numérique, ben on a le système GPS, donc Global Positioning System, qui est opéré par l'US Air Force. Puis avec ça, ça peut nous donner des coordonnées numériques de latitude et longitude. Donc une position dans l'espace, ça va être représentée de latitude, longitude, en degrés, degrés, minutes et secondes. Petite parenthèse par rapport aux militaires. Évidemment, ça vient encore une fois de l'armée américaine, mais un des buts aussi. Pas un des buts, mais un des intérêts du GPS, c'est parce que c'est un système militaire. Le jour qu'il y a une guerre, les Américains peuvent décider, OK, c'est seulement nous qui utilisons le GPS, on met off tout le GPS de tout le monde partout ailleurs. On passe en mode guerre, si on peut dire. Puis, ils ont fait exprès aussi pour que ce soit une technologie utilisée de tous, parce que les autres pays qui ne peuvent pas se développer un système GPS à eux, ben, ils sont devenus dépendants du système militaire américain. Puis comme on le sait, hein, dans l'histoire de la guerre, la cartographie, c'est votre premier allié. Donc, fin de la parenthèse militaire sur le GPS. Donc, toujours dans la représentation aussi numérique de l'espace, il y a un autre aspect qui est assez intéressant. Mettons que je vais représenter une sphère dans le numérique. J'ai plusieurs approches possibles. Il y a celle qui est purement mathématique. C'est-à-dire, je peux dire qu'une sphère, ce sont des points qui appartiennent à cette équation-là qui me dit x au carré plus y au carré plus z au carré égale 1. Ça va me donner une sphère de rayon 1. Là, c'est pas vraiment numérique parce que c'est un peu ambigu celui-là. Il est difficile à départager. Oui, ça utilise des nombres, mais j'ai une quantité infinie possible de x, de y et de z. Donc ça, c'est la représentation, mettons, mathématique pure. Dans un ordinateur, on utilise plus cette chose-là, c'est-à-dire qu'on va créer une grille de points qui va englober la forme qui nous intéresse. Donc, on va avoir ce qu'on appelle des vertex ou des vertices qui sont des points pour décrire la sphère. Donc, ça, c'est la façon de décrire l'espace, une planète Terre, par exemple. Mais il y en a une autre qui est de plus en plus émergente, c'est celle du voxel. C'est comme le pixel volumétrique. Un pixel, on sait que ça va être une grille de points de couleur en 2D, mais on peut imaginer la même chose en 3D. Sauf qu'au lieu d'avoir un carré, cette fois-ci, j'ai un cube. Puis pour décrire ma sphère, je vais simplement dire est-ce que ce cube-là est vide ou plein, par exemple. Donc ici, c'est comme si j'avais une grosse densité de petits cubes vides autour d'une sphère de cubes pleins. Donc toujours dans le comment on fait pour tout numériser, tout ça, puis sur le rôle de la transduction. Donc avant la numérisation, donc si j'ai à résumer, il y a toujours cette idée-là de transduction, on ne s'en sort pas en fait. Puis, bon, ça, c'est la définition du transducteur qu'on a vu tout à l'heure, mais je le rappelle, c'est vraiment l'idée de convertir le signal physique en un autre. Manipulation numérique. Pourquoi tout ça, en plus de résister à une guerre nucléaire? On va arriver sur des choses plus positives. C'est que tout devient mathématique, tout peut devenir compatible, malgré le problème là, de format qu'on peut rencontrer. Théoriquement, là, si on pense juste au niveau philosophique, tout peut être additionné. Si j'ai 2 pour le son puis 8 pour l'image, je peux faire 2 plus 8 qui va donner 10. Par contre, est-ce que ça va avoir un sens? Ça, c'est une autre question. Mais en principe, tout peut être mélangé. J'appelle ça la calculabilité omniprésente. Merci. C'est mon petit rhume qui fait que des fois, c'est un petit peu de misère. C'est un néologisme un peu douteux aussi. Donc, tout est mathématique. Parce qu'on a tout numérisé. Donc, si je prends l'exemple des images, le noir, ça pourrait être par exemple 0, 0 et 0.
Puis le gris pourrait être 1, 2, 7. C'est plus compact là, de l'écrire en 0,1, puis le blanc pourrait être 255. Donc, si vous avez déjà travaillé avec Photoshop ou des logiciels d'image, vous avez déjà vu ce genre de valeur-là. Donc, l'avantage, c'est que si maintenant je travaille dans un espace numérique, c'est que toutes les opérations qui étaient vraiment complexes en analogique deviennent étrangement simples parce que ce qu'on appelle logiciel. Donc, si je veux combiner deux images en numérique, par exemple, deux images, une qui est grise et une qui est grise, c'est 127 plus 127 donne, entre guillemets, un blanc 254. En analogique, combiner deux images, il aurait fallu que je fasse peut-être une position de film ou je ne sais pas trop quoi, une projection. Ou même, je me suis toujours demandé comment les gens crossfade dans l'ancien temps avec des bandes optiques. Mais ça, je ne le sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais c'était plus compliqué avec beaucoup plus de manipulation. Donc, on retombe aussi sur l'idée de vitesse inévitablement qui avait été évoquée tout à l'heure. Juste pour se donner un exemple. Mettons qu'on parle du son puis de l'audio. Donc, comment je fais pour, par exemple, additionner ou mixer deux enregistrements? J'ai enregistré de la batterie, j'ai enregistré de la basse sur bande magnétique, pas trop quoi. Je veux les mettre ensemble. Bien, ça va me prendre un circuit qui est matériel pour y arriver, mais un circuit matériel qui est conçu pour cette action précise et uniquement cette action. C'est aussi là, une grosse différence qui va nous amener au numérique et au logiciel. Donc ici, j'ai un exemple de circuit un peu quelconque qui est c'est un mixeur en fait. Donc, qui prend des quantités analogiques en entrée, puis toute l'électronique derrière ne fait qu'une chose, qui est additionner des voltages. Alors que si je suis en numérique, c'est entre guillemets plus simple parce que c'est juste de l'addition. Donc, si j'ai deux signaux à un instant donné, par exemple, ça c'est la basse, ça c'est la batterie, je fais l'addition des deux, ça va me donner ça, puis on le fait à des vitesses rapides. Mais là, l'intérêt du numérique, c'est qu'étant donné que tout devient mathématique, tout peut devenir logiciel, donc tout peut être fait par un seul dispositif matériel, qui est le processeur de l'ordinateur ou de votre téléphone. Alors que dans le temps analogique, on avait besoin évidemment de choses différentes pour y arriver. Donc, même si l'ordinateur est vraiment plus complexe, les équipements analogiques, il peut évidemment faire des opérations distinctes. Mais c'est là qu'on trouve aussi cette idée-là de flexibilité puis de souplesse que j'ai évoquée avec l'homogénéité du numérique. Illustration et exemple. Celui-là, je l'aime bien. Parce que même du point de vue artistique, ça change beaucoup de choses. Parce que là, on peut convertir du son en image très facilement, image en son très facilement. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, on va le regarder. Je vais le laisser tourner un peu au début, puis après, je vais aller à la fin. Donc, ça, c'est une pièce de musique de Aphex Twin, genre musique électronique un petit peu expérimentale. Puis là, ce que j'ai ici, c'est quelqu'un qui a pris la pièce de musique d'Aphex Twin, qui l'a passé dans un logiciel pour convertir le son en image. Puis en fait, ce qu'on voit, c'est le temps qui défile à l'horizontale, puis à la verticale, ce sont les fréquences. Donc les basses fréquences sont en bas, donc comme à gauche sur un piano, les hautes fréquences à droite. Puis bleu, ça veut dire qu'il n'y a pas de contenu, puis jaune, ça veut dire contenu très fort. Donc j'ai comme une représentation, c'est un spectre ou un spectrogramme très précis de la musique. Jusqu'à présent, il n'y a comme rien d'anormal. On peut voir des liens. Ce qu'on entend puis ce qu'on voit. Donc, les barres verticales correspondent plutôt à des coups de percussion et tout ça. Mais je vais vous amener à la fin. Parce que Aphex Twin, c'est très bien quand il a fait cette pièce-là, qu'il y a un enjeu sur le son visuel. Peut-être qu'on peut mettre un petit peu plus de son, juste un petit peu. Donc là, il n'y a plus de beat. Donc, on peut voir les liens. Il y a un truc qui descend. Stable, ça remonte. Un son qui vient de s'ajouter. Un truc strident. Vous allez voir de quoi j'arrive. On descend.
Donc, c'est l'artiste avec un masque. Donc, quand on écoute l'album, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est entre autres parce que dans le numérique, tout devient mathématique. Le son, l'image sont représentés par la même chose, qu'on peut faire beaucoup plus facilement qu'avant, du moins, des espèces de contes des médiums, en fait. C'est à cause de ce côté-là que moi, j'appelle le « tout devient mathématique ». Donc, si on continue, je vais juste regarder où est-ce que j'en suis. Ah, c'est bon, on est correct, on devrait être dans les temps. Donc, si on regarde un peu cette idée-là, c'est qu'aussi, ça a une nouvelle possibilité au niveau de l'analyse puis des corrélations entre les données. Ça, c'est vraiment un gros, gros truc qu'on a jamais connu dans l'histoire parce que tout devient numérique, tout est mathématique. Si on réfléchit un peu, là, si on voulait faire de l'analyse de données ou d'échantillons ou de votes, ça tombe bien, hein, c'est la semaine prochaine. Sondage, par exemple. Donc, avant, les formats distincts et hétérogènes analogiques, en fait, permettaient pas facilement de faire des comparaisons puis des croisements de données pour vérifier ce que ceci peut expliquer cela. Par contre, maintenant, avec le numérique, puisque tout est, disons, mathématique, comme j'ai dit, tout peut être comparé de façon automatique et vraiment rapide. Donc là, on peut faire des analyses à grande échelle, à des vitesses un peu affolantes. C'est aussi ce qu'on appelle là, justement l'ère des données massives ou du big data. Ce qui amène d'autres problématiques. Là. On n'ira pas dans le détail là-dedans. Mais ça, c'est une grosse nouveauté dans le fond du numérique. C'est cette compacité-là amène cette possibilité d'analyse. Autre chose aussi dont on parle moins souvent par rapport au numérique, c'est l'accumulation et le mouvement d'information versus l'analogique. Donc, quelques chiffres. En 2000, c'est pas si loin, là, 25 de l'information était en numérique. 2007, déjà, 7 étaient analogiques. Donc, gros renversement sur 7 ans. En 2013, on avait 1200 exabits. J'ose même pas savoir c'est combien, là, qui étaient puis 2 de cela seulement étaient non numériques. Puis le délai numérique actuel, ça c'est une statistique un peu incroyable. Si on prend toute l'information numérique, on la convertit dans des livres, puis on la donne à chacun de vous. Je vous donne à chacun de vous 320 bibliothèques d'Alexandrie par personne sur Terre. Donc, il y a aussi ce nouvel enjeu-là. Puis on se rappelle, hein, le but de la bibliothèque d'Alexandrie, 3 siècles avant Jésus-Christ, si je ne me trompe pas, c'était de rassembler tout le savoir humain écrit. Maintenant, on a l'équivalent de 320 fois cette quantité d'informations-là par personne. Puis un hexabit, ici, je l'ai mis en passant, c'est 1 milliard de gigabits. Donc, on rendu là, on ne sait même plus c'est quoi, en fait. Donc, ça a aussi une conséquence, parce qu'une bibliothèque, ça prenait un certain volume. Le numérique aussi, c'est une densification spatiale d'informations. Donc, c'est toute l'évolution des technologies analogiques puis numériques, c'est aussi cette idée-là de prendre moins d'espace pour stocker de l'information, qui est vraiment un enjeu important, parce que c'est une forme de scaling au sens capitaliste, c'est-à-dire qu'avec moins d'espace, on réussit à stocker plus de biens. Si on prend pour acquis que maintenant on a des biens numériques, versus un livre, c'est évidemment plus petit. Donc, exemple illustré, encore une fois, une petite citation par rapport, indirecte par rapport à McLuhan, qui nous rappelle ce passage de la pierre au papyrus. Ça prenait beaucoup de place pour stocker de l'information, on est d'accord? Mais le papier, c'est aussi une des premières technologies de compression de l'espace nécessaire pour l'info. Le papier était plus souple, prenait moins d'espace. Ici, un autre exemple, piqué sur Internet, évidemment, un paquet de VHS, je ne sais pas si c'est des bons films. J'ai pas eu le temps de regarder. J'espère qu'il n'y a pas trop de trucs bizarres. Probablement que tout ça et bien plus peut tenir une toute petite clé USB maintenant. Donc aussi avec le numérique, on a une surdensification de l'information. Parmi les autres questions que je vais aborder, c'est où commence le numérique? Là, je viens de réaliser aussi que j'ai encore pas mal de trucs qui s'en viennent, mais je pense qu'on va être bon dans les temps. Si vous avez une objection à ce que je dis ou un avis, il faut m'arrêter, hein, parce que moi, je peux parler. Je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai barré les portes, puis on va rester ici, genre 36 heures en souffrance. Oui. Exactement. Donc, question, c'est ça, c'est quantité d'énergie, quantité physique pour faire tout fonctionner. Ça, c'est un point vraiment important que je vais aborder plus tard. Il y a tout un discours critique qu'on appelle le matérialisme numérique
qui dit que toute la rhétorique, que le numérique, c'est virtuel, machin, c'est les apparences que nous, on a comme utilisateurs, mais c'est des quantités incroyables de serveurs, de plastique, de gugus, de fils, de fibres optiques. C'est juste comme énorme. On a vaguement l'impression que c'est dématérialisé. Puis ça fait partie aussi de la rhétorique du marketing du numérique, mais en réalité, c'est vraiment ancré. Ça, je vais revenir après là-dessus, en fait. Donc, moi, la question que je pose, c'est le numérique débute où? Est-ce qu'il n'y a pas un proto-numérique? Bien, la réponse que moi, je donne, c'est oui. Puis je pense que le numérique a commencé en 1703. Leibniz, qui est quand même je pense que s'il était avec nous, on pourrait se coucher par terre devant lui, de par sa vision et son génie. Il a carrément écrit un article en 1703, Explanation of Binary Arithmetics. Puis il a dit, en fait, si je veux compter de 0 à 32, je pourrais utiliser une table de 0 et de 1 comme ça. OK. Il a dit, je pourrais faire de la base 2. Mais il va plus loin que ça, en fait. Bien là, il explique. Ça, c'est une citation de l'article. Donc, plutôt que de travailler en progression de 10, pendant plusieurs années, il s'est dit, je pourrais travailler des progressions les plus simples possibles, c'est-à-dire progression de 2, donc 0 et 1, pour perfectionner la science des nombres. Donc là, il arrive à toutes sortes de conclusions. Et le plus important, puis là on parle de 1703, Establishing this expression of numbers enables us to very easily make all sorts of operations. Facilité. C'est comme un proto-numérique de ce qu'allait devenir l'informatique. Ici, j'ai un petit exemple, en fait. Par exemple, dans le numérique, si on veut diviser par 2, on fait juste tasser d'une coche en passant. Je vais aller sur 2 éléments qui viennent de son article qui sont vraiment importants. Puis il souligne carrément que quand on choisit de représenter les choses par des nombres, on a un compromis entre la grosseur d'un chiffre, dans le sens comme le volume qu'il prend. Donc, si je vous dis 4, ça prend moins de place que 1, 1, 1, 1. 4, c'est juste un caractère. 1, 1, 1, 1, c'est 4 bits. Ça prend plus de place, on va dire. Il dit oui, ça prend plus de place. Par contre, je viens de faciliter le calcul. Donc, pour lui, en fait, c'est que ça permet de faire des calculs beaucoup plus rapidement. Puis, il mentionne carrément qu'un début, ce serait faire une machine qui s'occupe du calcul. Puis, ce serait seulement possible si on fait un passage binaire. 1703. Tout était là, en fait. Fascinant. En plus, c'était écrit à la main sur un papier. Dans le proto-numérique aussi, on l'oublie, mais lui, le code Morse aussi, qui était un système de qui était petit, court ou long, en fait, avec un système d'index pour pointer vers les lettres. Mais ça aussi, c'est un système proto-numérique qui a permis de nous amener au numérique. Ici, j'ai un exemple d'œuvre assez drôle. Installation sonore. Donc, c'est en temps réel des fils Twitter de, je ne sais plus c'est qui exactement, d'organisation, puis en fait qui transforme les tweets en code Morse temps réel. Donc, c'est un exemple de pratique artistique comme pris cette idée-là de proto-numérique puis qui l'a amené sous forme d'œuvre. Donc, ici, c'est G-Fox News. GAG English, je ne connais pas. Donc, encore une fois, c'est comme un exemple d'œuvre qui nous montre qu'il y a quand même qu'on peut imaginer en fait tout un gradient possible entre le numérique et ce qui précédait le numérique. Donc, si on se pose la question, quand est-ce que ça a commencé, c'est pas toujours simple. Donc, si je reviens au diapo, ça, l'artiste ici, c'est Chris Ecker, ça datait de 2016. Donc là, j'arrive tranquillement pas vite vers notre fin. Et je pose une question, c'est est-ce qu'il y a un numérique ou plusieurs numériques? Personnellement, je pense plutôt pour la deuxième réponse. Donc, je vais juste prendre des exemples en fait du discours ambiant qu'on peut trouver si on regarde un petit peu plus loin que dans, mettons, ce qui est mainstream. Donc, on va trouver des exemples de counter-narrative au niveau du numérique. Le digital divide, le digital materialism, qui est exactement la référence à toute l'usine mécanique, chimique, même du charbon pour faire du Bitcoin maintenant.
Bien, on va en parler. Puis aussi tout ce qu'on appelle la géologie des médias. Donc, comment le numérique, on peut même l'envisager justement par rapport comment notre structure numérique planétaire est liée aux mines, au mouvement des quantités chimiques. Pour faire mon téléphone, qui se le dit en passant, nécessite 70 kg de matière par téléphone, de produits chimiques pour y arriver et tout. Puis on va regarder ça, puis à la fin, je vais arriver plus sur l'idée du continuum, en fait. Donc, juste une petite parenthèse, qu'est-ce qu'un narrative versus counter-narrative? Des fois, j'ai des mots anglais, français, je suis désolé, c'est un mélange de références. Donc, le narrative, c'est vraiment le discours historique, culturel, tacite ou explicite, qui est généralement admis. Donc, justement, les choses qu'on entend souvent, c'est le numérique est immatériel. Le numérique favorise l'accès à l'information et à la connaissance. Yeah, right, mais juste pour les riches en Occident. Counter-narrative, donc c'est tout ce qui est discours moins admis et diversifié qui vise à développer des visions moins hégémoniques des sujets soumis à un narrative dominant. Donc, dans le cas du numérique, le numérique est tout aussi matériel que ce qu'on avait avant. Donc, le numérique ne favorise pas également l'accès à l'information, à la connaissance, ce qui est quand même assez vrai. Donc, on va essayer plus de se mettre du côté des counter-narratives pour les prochaines minutes. Bon, ça, c'est mes pires diapositives parce que c'est des citations, en fait. Le but, c'est évidemment pas de passer au travers, c'est plus de regarder ce qui est souligné. Donc, un premier concept introduit, c'est le Digital Divide ou réduction francophone, fracture numérique. Je ne sais pas si c'est complètement admise, mais on va l'adopter pour ce matin. Donc, digital divide is an economic and social inequality with regard to access to, use of, and impact of information and communication technology. Ça, c'est vraiment assez évident. Ah, c'est drôle, j'avais oublié que c'est la diapo où est-ce que je me suis amusé à la traduire avec Google Translate, juste pour que ce soit un peu drôle, cette idée-là de fracture. En fait, donc, la fracture à l'intérieur des pays, par exemple aux États-Unis, ça peut faire référence aux inégalités entre les individus, les ménages, les entreprises ou les zones géographiques. D'ailleurs, ici, on en entend souvent parler. Saint-Thierry est un des premiers à se doter d'une vraie connexion Internet, mais il faut se battre pour. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux comme ça. Puis le problème aussi, c'est qu'on a une fracture numérique entre les différents pays ou régions du monde qui est considérée comme ce qu'on appelle la fracture numérique globale et qui existe. Donc, par exemple, il y a plusieurs personnes dans d'autres pays qui, malheureusement pour eux et heureusement pour nous, mais bon, c'est un peu cynique, qui fabriquent les éléments matériels d'Internet, les routeurs, les modems et tout ça, mais qui n'ont pas un libre accès à Internet chez eux. Donc ça, c'est un exemple vraiment frappant de fracture numérique. Donc, il ne faut pas se raconter d'histoire. Le numérique, c'est pas juste cool parce que tout le monde peut parler à tout le monde. Autre détail, là, j'ai un Mac. J'ai probablement causé 2 cancers du poumon juste avec mon Mac, parce que c'est beau, parce que c'est brossé, mais il y a tellement de poussière, d'aluminium ou de je ne sais plus quoi dans les usines que ça cause des problèmes pulmonaires. C'est un autre exemple de fracture numérique. Un autre exemple aussi, des fois on parle des algorithmes de Facebook puis tout ça, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des modérateurs qui sont payés à des prix ridicules, je ne sais pas combien de dollars de l'heure ou de la journée dans d'autres pays, qui sont en partie des algorithmes de Facebook, qui vont regarder si c'est acceptable ou pas, puis dire ça c'est oui, ça c'est non. Puis ce qui est encore plus ironique, c'est cette même personne-là qui va passer sa journée à scruter nos fils Facebook et Twitter, n'a pas libre accès à Internet pour elle-même dans son pays. Donc ça, c'est la fracture numérique. Un exemple ici vraiment fascinant, je vous conseille d'installer ça sur votre téléphone, c'est cette Phone Story. Si vous avez un iPhone, vous ne pourrez pas, parce qu'Apple a banni en fait toutes les tentatives un peu punk de jeux ou d'applications. Donc ça ici, c'est une application qui nous raconte l'histoire de notre téléphone, mais dans une perspective justement de fracture numérique. Donc je vais le laisser jouer un peu. Hello, consumer. Thank you for joining us. Let me tell you the story of this phone while I provide you with quality entertainment. Once upon a time, there were minerals resting in the bowels of the earth. One of these minerals, called coltan, is found in most electronic devices. The majority of coltan's world supply is located in the Democratic Republic of the Congo, a country torn by a brutal civil war. The increasing demand of coltan produced a wave of violence and massacres in the Congo. Military groups enslaved prisoners of war, often children, to mine the precious material. Directly or not, we are all involved in this complex, illegal traffic. Bon, c'est un peu long, je vais peut-être vous montrer d'autres Your extraits. dynamic lifestyle.
It was new suicide prevention nets. Donc là, il faut attraper les gens qui se suicident, comme en Chine, parce qu'ils essaient de sauter par la fenêtre. Il y a certaines usines, je pense en Chine, de ce groupe-là, en fait, qui s'appelle Molindustria, qui ont fait toutes sortes de jeux engagés. Si vous avez un iPhone, désolé, parce qu'ils sont assez bannis, en fait. Donc ça, c'est des exemples aussi d'œuvres/actions. Hein. On ne sait pas trop qu'est-ce que c'est exactement, mais on sait qu'il y a des artistes dans ce collectif-là qui abordent la fracture numérique. Donc, un autre truc, dans les counter-narratives, on a le matérialisme numérique. Donc, ça va être tout ce qui est études et réflexions qui viennent des media theory. Donc là, c'est un héritage de McLuhan puis de Kittler, en passant, qui vont se concentrer sur le pendant matériel des technos numériques. C'est une position critique assez forte aussi par rapport justement à la rhétorique ambiante de l'immatérialité du numérique puis de l'info nuagique. C'est un livre que je recommande fortement, en fait, qui est pas un livre, mais c'est un livre revu qui s'appelle Digital Materialism, qui est, pour moi en tout cas, qui a été vraiment profondément changé ma perspective. Donc, il y a des points critiques du matériel numérique comme cadre théorique. Il y a des gens qui sont intéressés aux aspects chimiques, géologiques et associés aux technologies. Par exemple, quels vont être les métaux impliqués, quelles sont les pollutions impliquées, quels sont les mouvements d'énergie impliqués. Donc, il y a une espèce de cadre de lecture du numérique dans cet angle-là. Il y a aussi des perspectives, par exemple, géopolitiques du numérique qui se posent la question de la continuité avec les infrastructures matérielles. Donc, comme aux États-Unis, par exemple, il y a un fort lien entre Internet puis le train. Donc, c'est peut-être surprenant, en fait, mais quand ils se sont dit, bon, le train, c'est un peu out of date, il y a des rails un peu abandonnés partout, il faut mettre des lignes de communication partout. Ça coûte moins cher de les mettre quand il n'y a pas de dénivellation. Donc, le réseau Internet aux États-Unis, en fait, une grande partie, c'est basé sur, en fait, des pistes de train qui ont été arrachées, puis c'est ça qui a été transformé en canaux de communication. Donc, c'est un exemple, ça, de proposition théorique qui vient du Digital Materialism, qui montre, encore une fois, qu'il y a plein d'intrications entre les technologies qui précèdent de l'information, du transport, puis le numérique. Donc, il y a comme une espèce d'effet de décale qui apparaît. Géographie intérieure des centres de données. Ça, c'est presque le truc qui m'excite le plus, mais qui me fait à la fois le plus peur. Parmi, justement, les trucs qu'on entend souvent, le numérique, c'est pas matériel, etc., etc., ça nous rapproche tout le monde. Bien, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aux États-Unis, parce que c'est quand même le centre d'Internet, nos données à nous, là, je présume que tout le monde a un compte Gmail, au moins, presque. Mettons qu'on en a tous un. Physiquement, là, mes courriels sont sur des disques durs là-bas, les vôtres aussi. Ça se peut que mes courriels touchent à vos courriels, c'est-à-dire qu'ils soient dans les mêmes disques durs. Mais sur le disque dur que nous, on partage là-bas, il n'y a aucun Chinois, aucune autre personne d'autre pays. Parce que dans les data centers, c'est en fait cloisonné par pays. Donc, ils ont répliqué une espèce de map monde. Donc, encore une fois, le jour qu'il y a un conflit majeur, ils peuvent imposer des pare-feux extrêmes. Puis là, on a juste Internet pour nous, petits Québécois ou Canadiens. Donc, cette idée-là, en fait, qu'un réplica de la map monde, de la géopolitique dans les data centers est quand même assez importante, en fait, et peu connue. Ça, c'est la référence que moi, je mettrais en numéro 1, là, si j'avais une suggestion à faire aujourd'hui. C'est une revue qui s'appelle Digital Culture and Society, qui est à peu près 300 pages à chaque numéro. Images, donc il faut y aller quand on reçoit le numéro. Mais c'est vraiment très pertinent. Donc le volume 1 concernait justement le matérialisme numérique. Un des volumes plus récents concernait plutôt la mobilité et le numérique. Ça, je vais en parler un peu demain. Mais pour moi, en tout cas, si je vais vous suggérer une lecture, je vous conseille ça. Mais j'en ai sûrement plein d'autres aussi. Un autre théorie qui apparaît, c'est ce qu'on appelle la géologie des médias. Donc, c'est Kittler là, qui a écrit le film dont je parlais tout à l'heure, Gramophone, Film and Typewriter, qui lui a comme, disons, un peu été le premier à lancer cette idée d'archéologie des médias. Donc, on prend un média numérique ou ce que vous voulez, ou typewriter, puis on essaie de se poser la question de qu'est-ce qui venait avant. Quelles sont les cultures ambiantes qui existaient avant la technologie, qui se retrouvent dans la technologie, puis vice-versa, en fait, comment il y a une continuité puis un gradient. Donc, Media Archaeology is a field that attempts to understand new and emerging media through close examination of the past. Donc, vraiment intéressant. Puis lui, ça a amené, son idée d'archéologie des médias a amené plus récemment, en fait, une autre idée qui est la géologie des médias. Ça, c'est vraiment fascinant. Vous me permettez, je vais me contenter de lire la citation ici. Donc, Media history is million, even billions years old. Donc, le numérique, c'est des millénaires parce que c'est aussi fait de matière fossile, machin, que la Terre a produite pendant 1 milliard d'années. Donc, on peut même s'amuser ou se déprimer, selon comment vous sentez, à essayer d'envisionner, désolé pour l'anglicisme, de voir
le numérique par rapport à ça. Donc, ça, c'est un livre que moi, je conseille fortement qui s'appelle « Géologie des médias », donc qui prouve qu'on peut comprendre de façon adéquate la culture des médias actuels, mais il faut se mettre dans la matérialité de d'où ça vient, puis même à l'échelle géologique, à l'échelle terrestre, à l'échelle des minéraux et de l'énergie. Donc, ça, c'est le livre « Geology of Media » de Parica qui est vraiment super pertinent. Aussi un counter-narrative sur le numérique. Mon dernier point, en fait, un des derniers points, ça fait plusieurs fois que je dis que c'est le dernier, mais je suis sûr que j'y arriverai pas. Mais un des derniers points dans le narrative, c'est le continuum numérique analogique. Au bout du compte, il n'y a pas tant de frontières si démarquées que ça. Parce qu'en continu, je parle, le microphone est analogique. C'est numérisé. C'est renvoyé sur les haut-parleurs ici, c'est renvoyé sur haut-parleurs à Montréal, ça revient, ça fait toujours des allers-retours. Si je faisais jouer un son sur mon téléphone, c'est le numérique vers analogique, c'est renumérisé, tout ça. Donc, il n'y a pas vraiment, en fait, de début puis de fin dans la chaîne du numérique. C'est plutôt une alternance de conversion analogique numérique, traitement du signal, numérique vers analogique, on réalise, on traite. C'est juste un exemple fictif ici, mais c'est vraiment l'idée d'une chaîne, en fait, qu'on passe de l'un à l'autre. Ah, bien, finalement, c'est bon. J'arrive à la fin. Donc, c'est un peu comme une porte d'entrée vers ce que moi, j'ai abordé demain. C'est plus justement le lien entre l'espace, les formes et le numérique. Donc, c'est plus détaillé, plus précis, pas plus détaillé, mais plus ciblé sur ces concepts-là. On va se poser les questions du 3 révolutions et du 2 tournants du numérique. Donc, on va voir qu'on peut séparer le numérique en relation avec l'espace et tout ça. Puis, on va faire certains exemples et interprétations. Donc, si je retourne dans le temps, donc dans mes premières slides, je posais la question numérique, pourquoi il y a autant d'excitation autour de ça? Donc, c'est plutôt un adjectif pour une époque. Puis, en fait, moi, ce que je propose, mais c'est pas moi qui l'ai vraiment inventé, c'est que finalement, il y a aussi le mot qu'on n'utilise pas, mais qu'on aurait peut-être plus utilisé, qui est numérisme. Donc, qui est un nom, pas un adjectif. Puis c'est peut-être quelque chose qui caractérise plus notre époque, notre mouvance, puis la rhétorique du numérique avec lequel on joue. Donc, ça, c'est un truc que je lance comme ça. C'est un peu comme ma dernière slide. Donc, mot de la fin. Donc, réaction, inspiration. Je tiens à clarifier que j'ai fait exprès pour que ce soit confondant au niveau des sujets, des mélanges, des sources, pour justement éclater cette idée-là du numérique qu'on simplifie des fois, en fait. Donc, on ne peut pas si facilement ça, là, séparer. Mais là, j'ai beaucoup trop parlé. J'ai posé quelques questions. Mais là, si je peux avoir un feedback ou des idées où on peut discuter, je pense que c'est le bon moment. Mais merci pour l'attention. Oui. Puis, même chose pour Montréal. On ne vous a pas beaucoup entendu, mais là, évidemment, on pourrait matérialiser notre distance avec une vraie discussion ou réaction. Puis ça peut être aussi, pas juste pour moi, on peut même projeter les questions entre nous, surtout si possible. Ça fonctionne? Oui, OK, c'est bon, merci. Luc Pelletier, artiste en art visuel, je venais ici de reculons, et je suis content d'être venu. Je fais de la sculpture sur bois, puis de moins en moins de lieux de diffusion, on dirait, qui prennent pas des trucs numériques, tu sais. Mm-hmm. Fait que je suis là pour réfléchir à comment je vais adapter ma pratique, parce que j'ai le goût de sortir chez nous, de sortir de mon atelier, mais ça me prend du numérique. Fait que je suis ici pour essayer d'explorer comment je vais habiller mes sculptures, comment je vais les présenter à l'avenir avec du son, des images, quelque chose que je peux faire. Fait que je suis ici parce que j'explore tout ça. Fait que est-ce que je suis à la bonne place ou je suis mieux de continuer à triper dans l'analogique? Ou... C'était une bonne question en réalité. Puis je pense que tu me donnes raison, si je peux rebondir là-dessus, sur numérisme, dans le sens qu'il y a peut-être aussi une forme de dictat du numérique présentement, que tout d'un coup, il faut absolument qu'il y ait le mot dans nos pratiques ou tout ça, en fait. Moi, j'ai pas de réponse. Personnellement, en tout cas, je fais encore plein de trucs avec des systèmes analogiques parce que j'aime ça. Étrangement, je peux quand même appliquer dans du financement numérique, même si c'est analogique. Des fois, il faut juste trouver la petite broderie. Mais j'aime mieux comme avoir des réactions que de m'écouter parler à ça. Mais très, très, très bonne perspective. Allô? Oh. Allô? Ça marche-tu? Ça fonctionne? OK. Allô? Moi, c'est Gentiane. Je vais parler cet après-midi.
Merci énormément, Philippe Aubert. C'est fou pour quelqu'un qui va donner une formation dans la semaine du numérique. Je viens comme d'apprendre c'est quoi le numérique, fait que c'est pratique. OK. Super. Je voulais juste surfer vite sur le commentaire de Luc parce que, en fait, tantôt, là, je vais évoquer beaucoup de pratiques qui ont directement ou indirectement une forme d'engagement avec le numérique, mais qui ne sont pas des œuvres numériques en soi. Je pense que d'être pertinent pour notre société aujourd'hui puis d'être en mode d'engagement avec ces questions-là, ça ne nécessite pas nécessairement de jouer dans la technique en soi. C'est plus large que ça. Mais en fait, je voulais juste amener une observation. C'est fou parce que, tu sais, quand on réalise comment les 1 et les 0 sous-tendent toutes aujourd'hui, là, et c'en est fascinant, puis comment c'est des valeurs fondamentales qu'on prend pour acquis aujourd'hui, mais il y a des sociétés qui vivaient sans ces valeurs-là, tu sais, puis je me faisais observer par mon chum ce matin comment les Romains fonctionnaient. En fait, le 0 n'existait pas, la valeur du néant n'existait pas dans leur société, dans les mathématiques, quoi que ce soit. Donc, puis on retient beaucoup d'eux aujourd'hui, on a encore un peu, comme on porte encore le legs de l'Antiquité dans notre culture, mais en même temps, on est à des années-lumière de cette société-là si on comprend l'importance de ces valeurs-là dans nos sociétés actuelles. Donc, je trouvais ça intéressant c'est ça, ça me faisait voir comment, tout le monde mange à toute époque, puis dort, il voit le soleil, mais le rapport à ces réalités-là, dans leur manière de concevoir, de comprendre, de conceptualiser, sont vraiment radicalement différents. Oui, ça, c'est certain. Puis le pire, c'est que le 0-1, c'est un peu arbitraire. Hein? On peut l'appeler AB, si on veut. C'est aucune importance. Même que dans l'électronique qui supporte le numérique, le 0, c'est souvent en réalité une valeur négative. Ça va être moins 5 pour dire 0, puis 5 pour dire 1, mais là, c'est juste la question de l'index qui fait référence à quoi, ouais. Mais ça m'a fait penser à quelque chose, je pense plus au début de ton commentaire, en fait, mais cette espèce d'émoji-là, d'émogonie du numérisme, c'est clair que c'est drôle parce que ça me fait réaliser que j'en ai même pas abordé, mais c'est aussi que c'est encore lié aussi à l'ultime transaction, en fait. C'est que tout peut devenir transaction. Ça, c'est drôle, je viens de réaliser que je l'ai même pas évoqué. Mais avec les communications virtuelles, tout peut être comptabilisé, en fait. Puis, quoi de mieux qu'un système capitaliste qui met de côté l'industriel matériel pour faire des transactions virtuelles? Ça coûte encore moins cher de faire de la production de masse. Puis d'ailleurs, on le voit aussi dans le jeu, puis tout ça, hein, c'est beaucoup les modèles économiques des compagnies qui passent à ce qu'on appelle aux microtransactions. Dans l'ancien temps, dans les années 90, on dit « Ah, je veux acheter Photoshop, ça coûte 1000$, je le sais pas. » Tu ne l'achètes pas parce que c'est trop cher. Mais là, ils ont compris que maintenant, le truc, c'est de baisser les prix, de dire « Ah, ça coûte 1$ par jour ou 50 cents par jour. » Du coup, l'achat se fait plus facilement. C'est la même chose dans les jeux vidéo. Mais finalement, ça nous rappelle qu'un des buts du numérique, c'est justement culture de la transaction, puis du cash et du scaling aussi de la transaction dans un monde virtuel. Pour faire un genre de rebound sur pourquoi on a le numérique partout, là, dans le fond. Mais peut-être que je voudrais rebondir aussi sur ce que tu disais. Demain, en fait, sur la partie plus spatiale, moi, il y a une partie que je vais aborder, c'est ça aussi, c'est la fabrication numérique. Puis par rapport à... on va le voir, là, mais je ne vais pas voler les punchs trop. Mais il y a quand même étrangement, dans le numérique, il y a comme une espèce de c'est peut-être parce qu'on arrive à un point de maturité numérique qu'on retourne vers des moyens traditionnels. Puis c'est hallucinant ce que les gens font en fabrication numérique qui est inspiré mettons, avec marteau et couteau sur le bois, en fait. Puis ça, moi, j'en parle beaucoup de même, mais je me connais, là, je pourrais tout vendre des punchs, mais je le ferai pas. Mais puis c'est une fois... Je pense que la solution à la problématique que tu amènes, c'est aussi que là, on voit avec le matérialisme numérique, on va avoir un retour de balancier, en fait. C'est que le numérique est rendu tellement performant et tellement petit qu'on peut le mettre partout, en fait. Puis on le voit plus. Puis du coup, le succès ultime du numérique, c'est des gens du MIT qui prédisent ça de façon assez visionnaire, c'est le calcul matière. Il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus de téléphone. Je veux dire, la matière devient calculatoire, donc on peut encoder l'information numérique dans la matière va faire des calculs. Donc, là, on va avoir une espèce de retour de balancier. Ça va être étrange, par contre. Puis peut-être juste pour revenir sur le truc que j'ai évoqué du processeur analogique,
Ça, c'est assez fascinant, hein, parce que on pourrait vraiment en parler longtemps, là, mais tout ce qui est fait au niveau de la NASA puis ces machins-là pour aller sur la Lune ou tout ça dans les années 50, hein, je pense. Ou en tout cas, je ne suis pas spécialiste. Mais il y avait une partie des calculs qui étaient faits avec des ordinateurs analogiques. Où est-ce que là, c'était des circuits électroniques qui étaient en fait des analogues des quantités mécaniques. Par exemple, j'ai une fusée avec une force, puis il faut que je la renvoie sur la Lune. Donc, il faisait des circuits électroniques. Puis le voltage était l'analogue, par exemple, du déplacement de la fusée. Puis là, ils branchaient, comme les téléphonistes, des éléments ensemble. Puis tu avais une composante électronique qui faisait addition, une qui faisait soustraction, une intégrale, une différenciation. Puis on pouvait littéralement prendre une équation, puis patcher, puis calculer, puis avoir un calcul analogue. Ça a été fort. La force de ça, c'est que c'était en continu dans le temps, puis ça pouvait être en temps réel. C'est-à-dire que le calcul de la fusée me donnait en temps exact, par exemple, la position de la fusée, mais au même rythme que l'écoulement du temps dans le réel. Par contre, c'était énorme. C'était très gros, puis très spécialisé. J'avais un circuit pour le plus, un circuit pour le moins, machin. Quand le numérique est arrivé, tout le monde a dit « Enfin! Out! » les ordinateurs analogiques. Là, on a commencé à travailler dans le numérique parce qu'entre autres, on pouvait des fois simuler plus vite que le réel. Donc, si, mettons, envoyer une fusée sur la Lune, je dis n'importe quoi, mais ça prend 8 jours. Je sais pas. Bien là, on pouvait le programmer, puis on était capable de le faire calculer en 4 secondes. Donc, on était plus productif au niveau de la techno puis de l'ingénierie. Puis à cause de ça, on a tout oublié les ordinateurs analogiques. Mais là, il y a des gens qui disent « Hey, on a développé plein de techno pour comme fabriquer des circuits électroniques de plus en plus petits. » Parce qu'un processeur d'ordinateur, ça reste des transistors. C'est juste qu'il y en a des milliards ou de je ne sais plus combien. Puis là, qui disent « Hey, mais pourquoi on ne prend pas nos technologies de fabrication de processeurs, qui en passant, c'est des systèmes d'impression, là, comme on trouve dans les chambres blanches en électronique, puis pourquoi on ne refait pas des ordinateurs analogiques? » Puis là, il y a toute une nouvelle mouvance, en fait, c'est que ça se peut que le cœur de notre ordinateur soit analogique, mais avec des densités énormes. Puis là, on va perdre cette idée-là de, comme je vous expliquais au tout début, là, qu'on prend des photos de la réalité à un certain rythme, comme en cinéma. Là, on va avoir un ordinateur qui va pouvoir calculer en continu, puis on va retrouver le calcul analogique. Mais on s'en rendra pas compte. Nous, on s'en rendra pas compte comme utilisateur, parce que ça va être dans notre ordinateur. Mais il y a cette mouvance-là, en fait, qui s'en vient pour le futur. C'est lié à l'histoire, justement, du calcul, de l'ingénierie et de l'aérospatiale. Plein de belles raisons de faire plein d'œuvres. Pour clarifier, moi, personnellement, c'est le genre de truc que j'aime bien utiliser pour générer des œuvres ou pour m'inspirer par rapport à des œuvres en relation avec le numérique. Puis comme Jean-Siane a dit, on peut faire plein d'œuvres numériques qui ne sont pas faites avec des ordinateurs ou tout ça. Ébouriffé. Ben, c'était exactement mon but, puis je veux insister là-dessus sur le côté de brouillon puis désorganisé. C'est aussi pour brouiller les pistes. Il n'y a pas une définition si claire du numérique, en fait. C'était un peu fait exprès. Ou c'est une fausse excuse. Je vous laisse deviner. Mais c'est aussi, je pense que ça témoigne du fait que personnellement, j'ai des intuitions, mais je n'ai pas nécessairement été capable de faire un fil, une ligne directrice nécessairement. Je pense qu'il y en a plusieurs. Ben, merci en tout cas d'être là. J'espère que ça a été quand même intéressant et que je n'ai pas parlé trop vite comme je fais toujours. Merci à tout le monde aussi.